Eh bien, écoutez, chers amis, bonsoir, Tertullien, Marc et Walter. Merci Bonsoir, d'être Franck. présent. Merci Bonsoir, d'être très présent cher. pour ce débat, bilan de la présidentielle et perspectives politiques. Donc, chers auditeurs, je vais lancer les hostilités par par une courte introduction présentant cinq grands axes que je ne vais pas développer, je vais donner des points précis, et ensuite un des interlocuteurs prendra la parole, et puis nous discuterons et débattrons dans la joie et la bonne humeur. Alors mon premier point, il est simple, c'était que la victoire de Macron, elle était prévisible, elle a eu lieu, et c'est intéressant de noter que dans l'histoire de la Ve République récente, Macron a réussi là où Sarkozy et Hollande ont échoué, c'est-à-dire à se maintenir à l'Élysée pour deux mandats. Il y a quelque chose d'assez frappant qui a été assez sous-estimé par l'électorat de droite au sens large du terme, y compris et notamment chez le public zémourien, c'est que Macron a un électorat peu militant, qui ne se déplace pas lors des réunions publiques, mais qui vote pour lui. Et il faut aussi insister sur un point très important d'un point de vue sociologique et intellectuel. Les gens, d'une manière générale, préfèrent le confort du jour, la sécurité du temps présent à l'incertitude du lendemain. La deuxième chose sur laquelle je voudrais avoir votre avis, en tout cas, voilà, deuxième point que dont je vous fais part, c'est Marine, la nouvelle défaite de Marine. Donc, c'est la troisième, c'est la deuxième en étant au second tour. Il y a un point également sur lequel je voudrais revenir et sur lequel je reviens maintenant, c'est que si Marine est au second tour, ce n'est pas grâce à son talent. Il faut être objectif, comme toujours. La campagne de Marine a été très moyenne, pour ne pas dire médiocre. Et si Marine Le Pen est au deuxième tour de justesse, c'est parce que la candidate des LR, Pécresse, était vraiment nullissime, et aussi le hold-up, pardon pour cet anglicisme, ou plus exactement l'échec de Zemmour dans sa tentative de s'imposer à droite de la droite a bénéficié à Marine Le Pen, in fine, parce que les gens, au moment de mettre leur bulletin de vote, ont paradoxalement voté utile pour Marine Le Pen, parce qu'ils se sont dit qu'elle avait plus de chances d'arriver au deuxième tour qu'Éric Zemmour, et que face à Macron, elle avait peut-être une chance, peut-être pas de gagner, mais en tout cas d'être beaucoup plus haute qu'Éric Zemmour. Il faut aussi insister sur un point suivant, c'est la huitième tentative du FNRN pour la candidature magistrature suprême. 7 échecs à la présidentielle. Une fois, ils n'ont pas eu les 500 signatures. Et on a beau dire que les hommes politiques de droite ou les hommes politiques à droite, plus exactement, portent une part de responsabilité, c'est certain, mais il faut également rappeler que le peuple de droite porte une responsabilité dans ses défaites successives depuis 40 ans. C'est un exemple que je donne souvent, donc ceux qui me connaissent, pardon de la répétition, mais il n'y a pas de bonne pédagogie sans répétition. Dans n'importe quel pays au monde, un candidat qui perd l'élection présidentielle, il a peut-être une deuxième chance et ensuite on ne le revoit plus. Aux États-Unis d'Amérique, lorsqu'un candidat perd la primaire, c'est simplement que la primaire, hein, c'est même pas l'élection. Lorsqu'il perd la primaire, sa carrière pour aller à Washington, c'est terminé. Et en France, le peuple de droite n'a jamais compris 2 défaites, 3 défaites, 4 défaites, 8 défaites, et c'est pas exclu qu'en 2027, il y ait une 9e défaite. Donc, mon deuxième point, c'est la défaite de Marine, son incapacité à comprendre ses erreurs, et surtout l'incapacité du peuple de droite ou du peuple à droite à comprendre la politique comme elle se doit. Troisième point, très rapidement, c'est la chute des partis gouvernementaux, LR et PS. Ce qui est assez intéressant, c'est que les deux mouvements, ils dirigent de nombreuses communes, des communautés de communes, des régions, ce qui n'est pas le cas de la France Insoumise ou du RN. Pourtant, ni les Républicains ni le PS sont sur le podium. Donc l'échec des deux partis s'explique dans une large mesure par la nullité de Pécresse et de Hidalgo, et également une ligne politique, à la fois pour le PS et pour le LR, insipide, peu claire, complètement déconnectée des grands enjeux. On peut également insister sur un point, c'est que Hidalgo est maire de Paris, et Pécresse, dans une espèce de miroir, de mimétisme, est présidente du Conseil régional d'Île-de-France, à croire que leur action de terrain a été sanctionnée durement, mais légitimement, de mon point de vue, par les urnes. Pardon. Quatrième point, ce qui est quand même assez inquiétant, c'est que Mélenchon a failli être au second tour. Et là, j'en profite pour adresser un petit message, entre guillemets, à Guillaume Bernard, un message d'un point de vue amical, mais intransigeant sur le fond. C'est que depuis des années, Guillaume Bernard fantasme sur le mouvement d'explosir, c'est-à-dire un mouvement de la société qui irait vers la droite ou un basculement de la société à droite.
Je pense que depuis qu'il a théorisé cette idée ou cette idéologie ou cette hypothèse, j'ai toujours été contre. Je suis encore beaucoup plus contre après les résultats du deuxième tour, pour la simple bonne raison que, comme on l'a vu avec les graphiques, avec les différents pourcentages, la réserve de voix au deuxième tour, elle était à gauche et non à droite. Et cinquième point, là aussi, très rapide, c'est que sans atteindre le sommet de 1969, l'abstention enregistre encore une progression. On est à peu près à 28%. Mais là aussi, il faut que les gens qui sont dans notre camp, au sens large du terme, arrêtent de croire que les Français sont mécontents du système. La grande majorité des électeurs votent, 7 sur 10, c'est énorme. Et il faut aussi arrêter de croire que les gens sont lucides sur la politique. Et je pense qu'il faut, pour de bon, abandonner l'idée, l'espoir que la masse puisse être un jour frappée de lucidité, comme par magie, un soir d'élection. Donc voilà, c'était mon introduction très rapide. J'ai tiré au sort entre vous trois. Marc, on t'écoute. Merci. Bon, simplement, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit. C'est-à-dire que, en fait, tout s'est passé comme prévu. En réalité, le système, hein, c'est le mot qui est habituellement utilisé, a parfaitement suggéré la situation. Une fois de plus, l'adage selon lequel la République gouverne mal, mais se défend très bien, est vérifié. Mélenchon, alors l'affaire de Mélenchon, qui n'est pas loin du deuxième tour, me paraît tout à fait. Alors, effectivement, le point de vue est intéressant parce que les réserves de voix se situaient effectivement à gauche pour le deuxième tour. Sociologiquement, je ne suis pas du tout sûr effectivement que la France soit réellement à droite, mais néanmoins Mélenchon est un mitterrandiste, hein, il ne cesse de dire son admiration pour Mitterrand, donc il ne faut pas trop s'inquiéter des gesticulations de ce type-là, c'est-à-dire que même si par je ne sais quel mystère, les dirigeants qui sont derrière tout ça le désignaient à la place de Macron, ce qui semble très peu probable d'ailleurs, il le ferait le même revirement que Mitterrand a fait en 83 pour se mettre au diapason du système mondialiste et européiste. Donc voilà mes premières réactions. Tout se passe comme prévu. Très bien. Prends la parole qui veut. Hein. Je ne distribue pas la parole. Vous prenez la parole moi, je veux bien commencer. J'ai enfin l'occasion, après certaines discussions énergiques, n'est-ce pas, avec notre cher Walter Boujna. Bon, je tiens à dire d'emblée, je vais dire que je suis assez admiratif du personnage, dans le sens où, d'abord, il milite face caméra, il milite avec son vrai nom, sa vraie identité, sa vraie adresse. Rien n'est faux chez lui. Donc déjà, ça nous change d'un certain nombre de personnages, même publics, avec leur vrai visage, qui sont faux. On ne sent pas de fausseté chez Walter, et ça, c'est très bien. Mais, hélas, avec cette vérité et ce personnage tout à fait sincère, il y a beaucoup d'erreurs. Et je déplore ces erreurs qui font qu'un honnête homme, comme on disait avant, dans l'ancienne France, on appelait Walter, on l'aurait appelé un honnête homme. Mais c'est un honnête homme qui s'est beaucoup trompé. Et en particulier, on le voit même dans hélas, le nom qu'il s'est donné aujourd'hui, c'est Walter Boujna, EJL citoyen. Il continue de reprendre cette histoire de citoyenneté, de république, de démocratie, de mouvement citoyen. Et il continue de se tromper. Et ça me fait un peu mal au cœur de voir un honnête homme continuer de se tromper encore et encore et encore. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi il se trompe. Alors, et pourquoi il continue de se tromper. Pardon, je ne savais pas que la première prise de parole, c'était une attaque directe. Je croyais que c'était une réaction à ce qu'a dit Franck. Donc je vais commencer par réagir sur ce qu'a dit Franck. Je suis content que Franck et Marc, dans la foulée, aient dit la phrase vraiment importante que je disais déjà depuis 2017. Les gens ont l'illusion que la France est de droite. Ils ont oublié un petit détail, c'est que la France est peut-être en théorie de droite, sauf que l'arrivée de Macron a bouleversé cet équilibre. Parce qu'il y a une partie du peuple que nous, on considère comme des collabos, comme des traîtres, mais qui, eux, se considèrent de droite au sens large et qui sont chez Macron. Quand on déduit cette frange-là, ce qui reste, on n'est plus de droite. Et je faisais remarquer à l'époque avec les européennes, je disais, parce qu'à l'époque, j'expliquais que le RN n'avait aucune chance, comme beaucoup de gens, je ne suis pas le seul.
et qu'il fallait construire autre chose. Et je disais, les gars, additionnez toutes les voix dites de droite, même avec les LR, vous arrivez à 36%. Alors, elle est où la France de droite? C'est-à-dire que la ligne qui peut gagner, et là je répondrai après à Augustin, la ligne qui peut gagner n'est pas une ligne fondamentalement de droite. Et là-dessus, Macron ne s'est pas trompé, c'est un mixte, sauf que ce que propose le JL Citoyen, c'est un mixte exactement inversé de celui de Macron. Ce n'est pas de la gauche sociétale et de la droite pseudo-capitaliste, c'est de la droite des valeurs et de la gauche sociale. Bon, ceci dit, je ne suis pas original, il y en a plein d'autres qui font ça. Donc le résultat, oui, comme l'a dit Marc aussi, il n'y a rien à ajouter, tout s'est déroulé comme prévu. Pourquoi? Oui, mais ce qui est dérangeant, Walter, c'est que quand, pardon, alors, en fait, entre tous les quatre, Augustin, Marc et toi, tu es le seul, à ma connaissance, qui a voté au premier ou au deuxième tour. On ne dira pas pour qui tu as voté, tu es libre de le dire, mais... J'ai voté au deuxième tour. Non, d'accord. Mais moi, je peux dire, j'ai voté Zemmour et Marine Le Pen. Voilà, ça c'est clair. Mais pour moi, le vrai problème, et c'est peut-être là ce que voulait dire Tertullien, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez effrayant, je trouve, c'est que les élections présidentielles, depuis des années, montrent bien qu'on ne peut pas changer les choses par ce biais-là. Ça peut être un outil pour se faire connaître, ça peut être un outil pour placer son candidat le plus haut possible en vue des législatives, mais quand on voit les remous, et moi je l'ai vécu à distance parce que j'ai des amis qui étaient au RN, quand on voit les couteaux dans le dos, les croche-pattes, les bâtons dans les roues, les pots de banane, parce que lui, il était RN, mais finalement, il est parti chez Zemmour, etc., chez Reconquête. En fait, ça crée l'élection présidentielle, ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de haine, dont toi-même, tu as été victime sur les réseaux sociaux, etc. Bon, on va pas en parler, c'est pas très important, mais ce que je trouve vraiment dommage, Walter, c'est le fait qu'il y a encore une bonne partie du peuple de droite qui espère dans les élections, alors que, je vais pas le dire, parce qu'il y a des très jeunes qui regardent mes vidéos, mais il y a un adage qui dit élection, piège à... Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que les gens, ça me fait penser un peu, vous savez, quand vous êtes à la fête foraine, vous mettez 1 euro dans la pièce, enfin dans le jeton d'1 euro dans une machine pour avoir une peluche, puis à la fin de votre soirée, vous avez dépensé 100 euros, mais vous n'avez plus de peluche. Vous n'avez plus d'argent et vous n'avez pas de peluche. Et en fait, avec les élections présidentielles, c'est pareil. Depuis que je fais de la politique, j'ai commencé avec Marc il y a quand même très longtemps et c'était dans une autre époque, une autre vie, enfin, c'est pas le lieu d'en discuter. Voilà, c'est pas le lieu d'en discuter maintenant, mais à l'époque, déjà, les gens disaient oui, il faut voter FN, il faut voter FN. Et à un moment donné, moi, quand je parle avec des gens qui sont au RN, je leur dis, mais vous vous rendez compte, 40 ans de vie politique. Et en fait, c'est ça aussi un des principaux bilans qu'on peut tirer de l'élection présidentielle. C'est que, nonobstant 40 années d'échec avec cette stratégie présidentielle, ou 50, les gens continuent à mettre la pièce dans le jukebox. Et en 2027, on aura Marine, en 2032, on aura Marion, et ainsi de suite. Je vais juste répondre là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que ton constat, c'est le constat de JL Citoyen à la création même du programme. L'objectif, enfin déjà le constat, c'était de dire que les partis étant gérés comme des boutiques, et notamment avec une PME familiale qui est le RN, n'auront jamais aucun intérêt à s'allier. Donc je disais déjà en 2017, ceux qui attendent l'union des droites et tout, ils peuvent toujours rêver. Il n'y en aura jamais. Pourquoi? Parce que comme tu l'as très bien dit, les couteaux dans le dos, les arrivistes, les investitures, ils sont tous comme des fous. Là. J'ai lu des articles aujourd'hui chez Reconquête, c'est la panique, ils partent, chez RN, ils se tirent. Bref, parce que le système a été conçu, malgré ce que disait le général de Gaulle, finalement, il y a eu des dérives, a été conçu pour que ce soit des petites boutiques, des partis politiques, des politiciens, des arrivistes qui ne sont plus en mission mais en carrière, qui gèrent notre pays et qui enferment la parole politique et qui l'interdisent à tout intrus. La proposition de GL, sans rentrer dans le détail, c'était justement, par une modernisation de la République, une proposition qui, si elle avait été entendue, diffusée, il y aurait eu du succès parce que les gens auraient compris que non seulement c'était une véritable avancée démocratique, avec un vrai contrat de confiance, mais surtout, par plein de petits détails que j'exposerai plus tard, ça cassait ce monopole des partis politiques. Et on arrivait à un résultat, juste je résume, avec un président, un vice-président, une équipe qui en contrat de confiance avec le peuple direct. Et il n'y a plus ces petits jeux de partis, mais je ne pourrais pas expliquer, c'est trop long. Donc, ton constat est bon, et c'est pour ça que je te dis que j'y crois encore, comme Lara Fabian, bien sûr, j'y crois encore parce qu'il n'y a pas d'alternative. Moi, j'aime bien les gens qui disent « ouais, ça sert à rien de voter ». Ok, mais vous proposez quoi, les gars? Vous proposez quoi? Rien. Même s'il y a une chance sur 1000, je préfère une chance sur 1000 d'un déclic hypothétique venu de je ne sais pas où que 0 chance sur 1000. C'est des mathématiques. Voilà pourquoi je m'accroche. Et je réponds en même temps à Tertullien. Oui.
Alors, Excuse-moi, pardon. moi, je suis d'accord. Oui. Vas-y, Marc, Pardon, tu Marc. commencer, vas-y. Non, Vas-y, Marc. Vas-y, Marc, vas-y, Marc. Non, Non, vas-y, vas-y, Marc, Marc. t'es l'aîné. Vas-y, vas-y. Non, mais je rejoins, moi je rejoins, bon, pour l'avoir pratiqué avec Franck notamment, enfin, essentiellement d'ailleurs, je rejoins l'admiration que manifestait Tertullien tout à l'heure pour vous, Monsieur Boujna, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'énergie, même des dépenses financières, enfin, à l'époque j'ai pu le vérifier, je pense malheureusement que c'est une illusion. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de victoire sans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ah oui, ça. Non, mais c'est absolument impossible. C'est-à-dire que moi, je vois les sommes que j'ai dépensées à l'époque pour Réconciliation nationale, qui était le mouvement que nous avions fondé, et j'ai pu vérifier par moi-même l'impossibilité, en fait, pour des citoyens, enfin, je croyais à l'époque encore à cette notion, hein, d'essayer de changer le jeu, enfin de bouleverser le jeu. Et en fait, cela n'est pas possible parce que ceux qui tirent les ficelles, ce sont ceux qui disposent des moyens de le maîtriser et de le modifier à leur gré. Donc, je pense que la démocratie, enfin, je pense, pas moi d'ailleurs, je pense que tous les analystes notamment au XIXe siècle, bon, et même dans les plus consensuels comme Tocqueville, jusqu'au moins consensuel comme Maurras, était d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est un régime de plutocratie, plus ou moins déguisé. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, les apparences, pour la plupart des gens, c'est Macron qui dirige le pays, alors qu'en fait, nous savons très bien que ce sont ses commanditaires et qu'il n'est là que comme un exécutant. Donc voilà, à mon avis, c'est une illusion. Et je rappellerai, mais là-dessus, je pense que Franck aurait pu le dire à ma place, que la France de droite, la notion de droite, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as appris, Franck, elle est née au moment de la Révolution française, au moment de la loi instaurant comment dirais-je, la constitution civile du clergé. Voilà, la constitution civile du clergé. Donc en fait, la France de droite, c'est la France catholique et royale. Donc déjà, cette France-là, elle est morte parce que la pseudo-droite, comme vous le disiez très bien d'ailleurs, Monsieur Boulin, de quelque façon, a adopté en réalité les idées de la gauche du 19e siècle. Parce que le libéralisme économique notamment, considéré comme une idée de droite, est en fait une idée de gauche, originellement. Donc toute la galaxie, et même le nationalisme, dans une grande mesure, est une idée de gauche. Donc en fait, on se retrouve aujourd'hui avec un pays de gauche. En fait, le combat, il est limité. Vous qui voulez changer la donne, Franck et moi qui l'avons tenté, d'autres, etc., il est limité à un petit cercle de gens conscients, dont font partie, je pense, de quelque façon, M. Alain Soral ou d'autres. Hein. Moi, je leur ségré à Alain Soral, à Dieudonné, d'avoir remis, si vous voulez, un certain nombre de questions au centre du débat quand l'Internet était encore libre, du moins. Mais voilà, ça se limite à un cercle relativement restreint de personnes qui se retrouvent sur l'essentiel. Encore que, bon, effectivement, moi je suis, comme Franck, pour voilà, le retour à un royaume franc et catholique. En fait, voilà. Je te coupe, Marc, avant de redonner la parole à Tertullien et à Walter. Deux choses très rapides. La première, pour revenir sur ce que tu disais, dans le débat politique, intellectuel et doctrinal, à titre personnel, ça me fait toujours mal au cœur et parfois ça me fait aussi rire lorsque j'entends des commentateurs ou des observateurs ou des acteurs de la vie politique française considérer Nicolas Sarkozy, Jean-Marie Le Pen ou Jacques Chirac comme des gens de droite. Objectivement, ce sont des gens de gauche. La droite en France, elle est dans un contexte très précis. C'est la Révolution française avec notamment 2 votes, la constitution civile du clergé où les députés qui refusaient de voir la soumission du spirituel au temporel, ils se sont placés à droite de l'Assemblée. Donc ça, c'est quand même le point quand même marquant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun candidat de droite
qui va vous dire le code civil est inférieur au décalogue et au sermon sur la montagne. Aucun homme de droite vous dira ça. Que ce soit Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez que j'ai interrogé, ils vous diront tous que la loi humaine, elle est supérieure à la loi de Dieu. Or, en tant que catholique et monarchiste, je pense que la loi de Dieu est bien évidemment supérieure à la loi humaine. Et même si j'aime beaucoup le code civil pour différentes raisons, il est inférieur au sermon sur la montagne, au décalogue et aux vertus évangéliques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par rapport à cette notion de droite, c'est lorsque il y a eu la question du droit de veto. Là aussi, les gens qui entendaient maintenir un droit de veto pour le roi se sont placés à droite de l'Assemblée, et les gens qui ne voulaient pas de droit de veto, par définition, vous l'avez compris, par opposition mimétique inversée, se sont mis à gauche. Donc en fait, les choses qui faisaient originalement la droite, c'est-à-dire le catholicisme et le royalisme, aujourd'hui sont abandonnées par les gens de droite. Donc en fait, aujourd'hui, on a des gens qui sont à droite, mais on n'a aucune personne, une personnalité grand public qui passe dans les grands médias, qui est réellement de droite. Je pense qu'il faut vraiment faire cette distinction entre A et de droite. Et pour répondre à ta question, Walter, qui est très intéressante, parce que les gens ne le savent pas, mais on parle beaucoup en privé, c'est vrai que tu nous accuses très souvent de dire mais vous ne proposez rien, vous ne proposez rien. Alors si moi je propose quelque chose, je suis en train de réfléchir là-dessus, ça s'appelle une nouvelle stratégie, mais en fait elle n'est pas si neuve que ça, parce qu'elle existe depuis très longtemps. Je suis intimement convaincu que l'énergie que les gens mettent et que tu as mis avec toute ta volonté, tes erreurs, enfin tout toi en fait. Je pense que l'énergie que tu as mise dans l'élection présidentielle, à titre personnel, je pense qu'elle est inutile parce qu'elle est inefficace. Tu t'énerves, tu perds du temps, ça n'avance pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour moi, c'est les élections municipales. Pour la simple et bonne raison que d'un point de vue catholique, selon le principe de subsidiarité et selon justement le côté aussi anti-jacobin, je pense que c'est l'échelon, comme le dit saint Thomas d'Aquin, le plus naturel. Et au niveau municipal, surtout dans les petites villes ou dans mon petit village où j'habite, on a beaucoup plus de chances de remporter des mairies. Et il faut aussi prendre en compte quelque chose. La politique, c'est pas un sprint. Pardon encore pour l'anglicisme. La politique, c'est un marathon. C'est une course de fond. Et aujourd'hui, moi, ce que j'en veux aux militants politiques de premier plan, c'est que pendant 3-4 mois, 6 mois, tout le monde s'agite pour l'élection présidentielle et après pour les législatives, alors que la politique, c'est du quotidien, c'est du long terme. Et comme le disait l'apôtre Paul, pour un autre contexte, mais j'aime bien la formule, je pense que la politique, c'est à temps et à contre-temps. Donc, pour répondre à ta question, Walter, je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu pour nous qui aimons vraiment la France, c'est de défendre les particularités locales, c'est de défendre ce qu'on pourrait appeler le provincialisme, le fait de défendre nos provinces, mais c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, l'échelon local, il est trop méprisé. C'est trop facile de parler de... C'est pas ce que tu fais, Walter. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent de France périphérique, de France d'en haut, France d'en bas, mais ils mettent tout sur l'élection présidentielle. Un peu ce qu'a fait le FN pendant 40 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même dingue. Petite parenthèse, et après je laisserai la parole à Tertullien et à Walter, mais un parti comme le Front National qui existe depuis 50 ans, qui a sa 8e élection présidentielle, à 3 semaines du scrutin, à 3 semaines du dépôt de candidature, ils sont à peine à 300, 350. Pour un parti comme le FNRN avec son ancienneté, mais les 500 signatures, ça devrait être une formalité comme le PS et les LR. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé localement. Ils ont tout basé sur la stratégie présidentielle. Or, pour répondre vraiment à ta question, je pense qu'on pourra c'est une des pistes, mais c'est pas la seule. Je pense qu'on pourra reconquérir la France en partant du bas. Ça sert à rien d'aller en haut, parce que si on prend la société comme une pyramide, on aura beau mettre à la tête quelqu'un, comme tout est gangréné, vérolé, ça sert à rien. Je pense qu'il faut reconstruire strate par strate. Et le fait aussi d'avoir des maires, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, peut-être qu'on pourra présenter un de nos candidats, parce qu'on aura la capacité d'avoir nos 500 signatures. Mais le vrai enjeu pour moi, c'est au niveau local et au municipal. Au Tertullien, Voltaire, c'est là que je veux prendre la parole. Rapidement, plusieurs points. Alors, je vais vraiment me placer au milieu de vous tous. Je pensais il y a une dizaine d'années, je ne pense plus que le retour du roi est possible. Je ne suis même plus sûr qu'il soit souhaitable dans le sens où qu'est-ce qu'il apporterait dans notre monde aujourd'hui? Je ne vois pas grand-chose. Je ne partage pas du tout aussi l'analyse de Franck aujourd'hui sur le fait que la droite se définirait par rapport au positionnement de la droite il y a 250 ans. Les concepts évoluent. C'est vrai qu'il y a 250 ans, c'était le positionnement dans l'Assemblée par rapport
au roi, au vote de la mort du roi, au clergé, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité. On ne peut pas s'accrocher à un concept d'il y a 250 ans et le maintenir figé. C'est ça et rien d'autre. La droite, ça a évolué. Le libéralisme économique n'a jamais été quelque chose de gauche. Marx dit le libéralisme, c'est quelque chose de gauche. Ce n'est pas vrai. De mon point de vue, je ne le pense pas. Le libéralisme intellectuel, c'est quelque chose de gauche. Le libéralisme économique est, depuis l'apparition du libéralisme économique dans les pays anglo-saxons, quelque chose plutôt dit de droite. Bon, donc ça, je me pose à tous les deux. Maintenant, le problème du système de Walter Boujna, c'est que moi, entre un système où c'est des citoyens que je vois dans la rue tous les jours, qui sont pour la plupart semi-débiles, et le système actuel, je préfère 1 million de fois le système actuel. Il n'y a pas photo. Par mon travail et par ma vie de tous les jours, j'ai affaire aux citoyens qu'appelle Walter Boujna. Ils sont à 90% arriérés mentaux. Donc moi, évidemment, entre un technocrate et un arriéré mental, je préfère un technocrate. Maintenant, je sais que cette position ne sera pas appréciée par Walter Boujna, même si le technocrate détruit la France. Il ne détruit pas, parce que le technocrate détruit la France, les amis de Walter Boujna, citoyens, la détruiraient encore plus vite, parce que c'est des semi-arriérés. Donc, ça irait encore plus vite. Voilà. Alors donc, Tertullien, si tu avais lu toute mon œuvre et tous mes face-cam, tu saurais que j'ai été jeté comme un malpropre par tous les mouvements citoyens issus des Gilets jaunes. Parce que je leur disais justement ce que tu viens de dire. Vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'idée, vous lancez des incantations, les riches sont méchants, les pauvres sont gentils, le peuple par le peuple, que des conneries. Et vous faites peur aux gens lambda, des électeurs lambda. Vous dites, comment on va donner la France à ces gens-là? Bon. Moi, justement, je suis, avec les Gilets citoyens, d'abord j'étais le premier, puisque c'était avant les Gilets jaunes, nous sommes un mouvement snob. Nous sommes un mouvement de citoyens, où dans ce mouvement de citoyens, il y a des gens qui savent compter, qui savent gérer, des gens de l'armée qui ont écrit le programme de la défense, par exemple, des gens de l'éducation nationale. Alors moi, je sais pas des syndicalistes, il n'y a aucun syndicaliste chez nous. Donc nous sommes, ce que je dis à mon équipe, les gars, le problème c'est qu'on est tellement snob que vous n'avez pas fait les efforts militants que ces groupes qui n'ont rien ont fait. Bon. Donc ton jugement sur les citoyens est complètement nul, puisque ce ne sont chez moi en tout cas que des gens qui ont une spécificité, une expérience, et bon, peut-être pas forcément des postes très haut placés, mais un certain bon sens. Et moi je te le dis, tes technocrates et tes énarques, en termes de bon sens, de logique, et de façon de parler aux gens, pour que les gens comprennent, parce que des fois on ne comprend rien, même d'établir des règlements, avec la Covid, moi, Walter Boujna, et la moitié de mon équipe, on les plie en deux. Bon. Donc ne fais pas de jugement de valeur sur l'énarchie ou la science poti, enfin tous ces gens-là. Ils ont fait leurs preuves, c'est-à-dire ils sont nuls. Ça fait 45 ans, ils ont ruiné la France, psychologiquement, financièrement, à tous les niveaux. On ne peut pas faire pire, sauf si dans ta tête, je reviens au point de départ, les citoyens, c'est Drouet, Rodriguez, ou je ne sais pas quel mec qu'ils ont mis en avant à la télé. Et je finirai là-dessus. Depuis le premier jour, je dis comment se fait-il que tous ces médias à 2 balles, qui sont en majorité tenus par des gilets jaunes, donc ils sont bien concentrés, il faut que des gilets jaunes, les autres, ils n'existent pas. Et les demi-médias médiatiques, et même quelques médias mainstream, comment se fait-il qu'ils n'ont mis en avant en termes de citoyens que des tocards? Et je ne prends pas de gants parce que je le redis en face. Bon. Que des tocards. Pourquoi? Parce que le système médiatico-politique, si on peut dire, voulait montrer aux gens, qui regardent les mainstream, vous voyez, c'est ça les citoyens, franchement, il vaut quand même mieux des politiciens. Oh là là. Oui, mais Walter, tu oublies quelque chose aussi, me semble-t-il, sans vouloir défendre Tertullien, c'est que lorsque les journalistes interrogent les chefs des Gilets jaunes, ils ne se sont pas décrétés chefs. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui les ont choisis. Et le problème, il est là. C'est que les gens qui choisissent... non, si, les gens qui... Non, attends, je suis obligé de te couper avec un exemple très précis. 2 exemples très précis. La majorité de ces gens qui ont été tout de suite sur les plateaux au bout de 1 mois, 2 mois de Gilets jaunes étaient autoproclamés. Je vais te prendre un exemple que tout le monde connaît. François Boulot. François Boulot est arrivé en disant j'ai 250 je sais pas combien, des procurations de... Et mon ami Wilfried Paris, avocat aussi dans la même région, a demandé on peut voir ces accréditations, jamais rien. Cauchy, Benjamin Cauchy, qui l'a désigné? Qui? Personne. Non, mais on va le faire. Très bien. Okay. Si tu veux, mais ça ne change rien. En fait, si tu préfères, très bien. Si tu veux, mais je ne pense pas que le cœur du problème soit là. C'est qu'aujourd'hui, dans la logique politique qui est plutôt la nôtre, en tout cas qui est la mienne, l'idée que le peuple ou que les peuples
puisse choisir les gouvernements, les lois, l'orientation que doit prendre le pays sur tel ou tel sujet, à titre personnel, ça me paraît complètement aberrant parce qu'on voit bien tous les jours les conséquences de ces actes. Et puis surtout, on a aussi le passé, un passé plus récent et un passé moins récent qui démontre bien que lorsque les citoyens commencent à gérer le pays, ça peut très vite se terminer en dictature ou en tyrannie. Concernant les concepts de droite et de gauche, encore une fois, je suis totalement contre l'évolutionnisme d'un point de vue de la science et je suis contre l'évolutionnisme d'un point de vue des idées politiques. Il y a des idées qui sont ontologiquement et d'un point de vue de l'essence et essentiellement de droite, et il y a des idées qui sont essentiellement de gauche. Jamais un homme de gauche, même dans 200 ans, vous dira que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Donc en fait, lorsqu'on prend les fondamentaux de la gauche et les fondamentaux de la droite, il y a des fondamentaux qui sont intemporels, qui sont même apodictiques. C'est-à-dire que peu importe le temps et l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux qui ne bougent pas. Après, il y a des choses à la marge qui peuvent changer, mais il y a quand même des fondamentaux. C'est pour ça que je prendrai un exemple sur l'immigration. On dit aujourd'hui l'immigration, c'est un thème majeur de la droite. Non, c'est faux. Dans les années 80, il suffisait de lire les tracts de Georges Marchais ou quand les cégétistes défonçaient des foyers Sonacotra au tractopelle ou au bulldozer. Lorsque vous prenez des discours de Marchais, il est aussi contre l'immigration. Donc, on ne peut pas dire que l'immigration, ça soit un critère absolu de droite parce que les gens de gauche l'ont défendu. Par contre, il y a des critères absolus de droite que jamais les gens de gauche ne défendront. Par exemple, le respect de l'ordre naturel et de la loi naturelle. Donc ça, c'était voilà l'idée pour dire que, de mon point de vue, il y a des concepts, enfin l'essence, les fondamentaux des grandes idéologies, ils ne changent pas avec le temps. Il y a peut-être des choses qui s'ajoutent, mais les fondamentaux ne changent pas. Et ensuite, par rapport à ta question sur le roi, à titre personnel, encore une fois, je suis intimement convaincu, je ne vois pas d'autre solution pour sortir la France de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Toutes les tentatives depuis 200 ans ont été vouées à l'échec, que ce soit la guerre civile, toutes les élections politiques, les ligues nationalistes d'entre-deux-guerres, etc. Et l'explication que je donne, alors elle ne satisfera pas tout le monde, et elle ne satisfera certainement pas le public de droite ou le public droitard, mais c'est parce que les fondamentaux idéologiques de notre famille de pensée ont été clairement abandonnés. Quand on vous dit que Jean-Marie Le Pen est de droite, bah excusez du peu, c'est vraiment un mensonge. Et en fait, tout le système est basé là-dessus. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a une gauche et une droite, alors qu'en fait, il y a une vraie gauche et une fausse droite. Et c'est vrai qu'en son temps, Jean-Marie Le Pen, pour ne pas le citer, avait parlé de l'UMP et du PS en disant l'UMPS. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'UMPS, il existe, c'est la République en marche. En marche a réussi à réunir le PS et les Républicains, feu UMP, dans son grand mouvement d'extrême centre. La vraie question aujourd'hui, c'est que est-ce que le PS va disparaître, nonobstant que les communes, les militants, les régions dont il dispose, au profit d'un Mélenchon qui fait un très gros score, mais qui a beaucoup moins d'élus locaux, etc. Et la même question peut se poser à droite. Est-ce que demain, on va avoir une recomposition politique avec un extrême centre, un PS supplanté, grand remplacé, ce terme à la mode, par LFI et ses alliés, et un LR, enfin des LR, pardon, les Républicains, pardon, eux aussi grand remplacés par le RN et ces quelques alliés. En tout cas, ce que je constate dans cette discussion, c'est qu'on est on est d'accord sur le constat. Il y a encore que pas tout à fait, mais je pense que le vrai problème en fait de cette élection présidentielle et la volonté que tu as, Walter, de continuer à y croire, montre bien pour moi le gap doctrinal et pratique qui existe, indépendamment du respect que je te porte entre toi et moi. C'est parce que tu continues à croire dans un système dans lequel tu soupçonnes même qu'il y a de la triche et dans lequel tu dis il y a une chance sur 1000 de gagner. Moi, je suis désolé, mais si toi et moi demain je joue au poker, si je te dis, je prends le poker, je sais pas jouer, hein, mais si demain je te dis, bon bah écoute, on joue au poker, mais à chaque main, à chaque main, j'ai 2 paires audaces, tu refuseras de jouer parce que c'est ton argent et tu sais que tu vas prendre une tôle. Et ben pour les présidentielles, c'est exactement pareil. Je dis pas que tout est truqué, hein, moi je suis pas dans ce délire complotiste. Par contre, il faut avoir des moyens conséquents, il faut avoir accès aux grands médias, il faut beaucoup de choses qu'aujourd'hui aucun de nous a. Par contre, au niveau local, là, la donne, elle est différente. Parce que notamment en haut, ils sont un peu méprisants là-dessus. Et je pense qu'il pourrait y avoir des surprises s'il y avait vraiment un vrai projet
et là je vais plagier Zemmour, s'il y avait un vrai projet de reconquête, ça partirait par le bas. Je pense que c'est une... En fait, pour moi, le système est très fort à partir du moment où les gens ne remettent pas en cause ni la démocratie, ni la République, ni le vote à l'élection présidentielle. Je finis là-dessus, Walter, je te laisse parler, excuse-moi. Le système est très fort parce qu'il a réussi à inoculer dans la tête des gens le virus démocratique. Aujourd'hui, l'action politique, et c'est malheureux, ça se résume à mettre un bulletin de vote. Je dis pas que c'est ce que tu dis, Walter, ou ce que tu fais, mais en tout cas, pour la très grande majorité de nos concitoyens, de nos compatriotes, l'action politique, qu'est-ce que c'est? C'est mettre un bulletin de vote tous les 5 ans pour les municipales, pas les municipales, mais les législatives et la présidentielle, tous les 6 ans pour les européennes, etc. Et en fait, tant que les gens ne sortiront pas, tant que les gens c'est à la mode, hein, le terme de virus et de vaccin, hein, mais tant que les gens ne seront pas vaccinés contre le virus démocratique, je pense que toutes ces discussions, elles sont intéressantes, mais d'un point de vue de l'action politique, il y aura une limite, parce que tu crois quelque chose qui est fondamentalement une illusion, et une illusion sur laquelle, en fait, tu n'as pas prise, parce que tu es persuadé, avec ta chance, c'est même pas quand tu dis une chance sur 1000, si je peux me permettre, je ne veux pas dire que je dis pas que tu es un menteur, hein, mais je dis que tu mens dans le sens que tu sous-estimes. C'est pas une chance sur 1000, c'est une chance sur 1 milliard. Dans ces conditions, ça ne sert à rien de le tenter. Oui, alors je crois que tu as oublié un détail, je ne l'ai pas dit, peut-être que c'est passé au travers. Je te rappelle que quand je suis arrivé en 2017, il n'était pas du tout question, une seconde pour moi, d'être en visibilité. Je suis arrivé, je m'appelais Programme EJL. Je n'avais même pas mis mon nom de famille parce que je savais que ça poserait un problème. Et je me suis dit, je vais proposer une action citoyenne de construction d'un programme, de finalisation. Et l'objectif n'était pas que je me sorte comme ça, Walter Bougin, je m'en foutais, moi. C'était de trouver quelqu'un qui avait ce que j'appelais à l'époque un demi-médiatique, hors politicien, qui puisse donner de la lumière à ses idées. Et il n'a jamais été question que je sois en première ligne. Et je me suis mis en première ligne quand un type a balancé mon nom et j'ai commencé à prendre des cavales. Et alors là, bon, je dis, bon, ok, j'y vais moi en attendant. Mais sinon, c'était pas ça. Donc, j'ai jamais dit, Walter Bougin va se présenter, parce que là, j'ai une chance sur 1 milliard. Je suis pas idiot. Je pensais trouver un vrai porte-parole. Un type hors du système. Mais bien sûr, personne hors système va prendre un truc qui n'existe pas, enfin, qui est inconnu. Donc, c'était un pari un peu perdu. Mais maintenant, j'ai plus d'espoir, malgré tout. C'est intéressant. Je rejoins Franck, hein, mais en même temps, moi, j'ai envie de vous dire, de toute façon, si vous y croyez, allez jusqu'au bout. Enfin, je veux dire, moi, je me suis aperçu avec Franck, d'ailleurs, on a eu aussi, je pense, des signes un peu, comment dirais-je, presque célestes qu'il fallait arrêter. Mais si vous y croyez, enfin voilà, je pense que si on a comment dirais-je, une énergie, allez-y à fond. Peut-être que vous vous épuiserez là-dedans, mais visiblement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous dire, on verra, allez-y, dans cette optique où vous voulez dire. Je vais répondre très rapidement, après je ne monopolise pas la parole, mais vous savez pourquoi j'y crois encore? Parce que pour l'instant, EJL n'a jamais été mis en rayon. Si j'étais chez Reconquête, d'ailleurs j'ai fait un petit résumé du fiasco Reconquête où j'ai expliqué toutes les erreurs, humblement, mais enfin, de façon incassable. Si j'étais chez Reconquête, je laisserais tomber, aujourd'hui, avec 125 000 adhérents. Parce que je dirais, j'ai eu toutes les chances, j'ai eu tous les médias, je suis passé partout, tout le monde savait ce que je voulais faire, et finalement, 7%. La ligne n'était pas bonne. Aujourd'hui, EJL, c'est complètement différent. Je n'ai eu aucune lumière, boycotté, ostracisé, insulté partout. Personne ne sait ce qu'il y a dans le programme, mais tout le monde venait m'insulter, comme ça. Donc, quand un jour, quelqu'un prendra ça et le mettra un petit peu en demi-lumière, et que les gens ne comprendront pas le côté inédit et vraiment, je répète, j'aime bien ce mot, incassable de la logique de ce programme, eh bien, j'y croirai. Où on dira, ben non, c'est bidon, on est repart. Je dirai, ok, d'accord. Mais tant que ce n'est pas mis en rayon, tant que je suis encore en réserve cachée, ignoré de tous, moi je sais pourquoi, eh bien, j'y croirai encore. Voilà la différence. Si j'avais de la lumière, j'aurais dit, je laisse tomber, c'est bon, ça ne marche pas, ça ne prend pas, les gens ne comprennent pas, laisse tomber. Mais pour l'instant, les gens, même pas qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas vu. Moi, Pardon, rapidement, oui, désolé. Non, mais il n'y a pas de rapidement. Moi, le plus gros problème de la position de ta position, Walter, le plus grand problème, et c'est vraiment incroyable, c'est que tu fais beaucoup de bons constats sur la République, sur le système, sur la démocratie, etc. Et en fait, on a l'impression que ce que tu veux créer, c'est
bah, c'est plus qu'une utopie, en fait, ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Il modifie, il enlève, il enlève vrai. ça, il enlève ci, il enlève ça, il enlève ça, mais il dit c'est toujours une république et une démocratie. C'est pas vrai. En fait, toi qui je sais que Walter, il adore le foot, parce que voilà, je sais que tu aimes le foot comme moi, comme Franck, comme Marc, on aime le foot. Alors il enlève, on ne joue plus au pied, Enfin, moi il n'y maintenant. a plus de cage, on ne joue plus à 11, mais il fait encore du foot. Bon, bah non, je suis désolé. Ce que Walter, tu veux créer, c'est une sorte de mythe. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'a fascine le plus. Non, en fait, moi, ce qui me dérange le plus chez toutes les personnes qui veulent rénover la Ve République, c'est que sans tomber dans la caricature ou des propos méchants ou outranciers, mais c'est qu'ils proposent tous en fait des pansements sur une jambe de bois. Il y en a un qui va vous dire un peu plus de proportionnel. Il y en a comme ça, Étienne Chouard qui va proposer le tirage au sort. D'autres comme JL, notre ami Walter Boujna, va proposer le mandat impératif. En fait, ce que je trouve, et c'est ça aussi pour ça qu'il faut faire cette émission, et peut-être qu'on en fera une deuxième et une troisième, mais le bilan de l'élection présidentielle, c'est que ça me fait penser à cette phrase d'un universitaire américain. Quand j'étais professeur d'histoire, je la disais toujours, c'était le premier cours, c'était toujours cette phrase que je sortais toujours, je disais à mes élèves, bien évidemment, elle n'est pas de moi, l'histoire nous apprend une seule leçon, c'est que les leçons de l'histoire ne sont jamais retenues. Et en fait, tous ces gens qui veulent changer la démocratie, la République, etc., ils ne se rendent pas compte que c'est un système, et là, Tertullien, on en revient aux fondamentaux, c'est un système qui repose sur des mauvais constats, sur une mauvaise vision de l'homme, sur une mauvaise vision de la nature de l'homme, qui oublie bien évidemment le spirituel, la nature déchue de l'homme avec le péché originel, etc. Enfin, on va pas faire un cours de catéchisme maintenant. Donc, en fait, Walter, je peux rejoindre que Tertullien. Tu fais certains bons constats sur le système, mais tout ce que tu proposes pour moi, c'est des pansements en fait sur une jambe de bois. Demain, si on met en place ton mandat impératif, ça va favoriser encore plus. On va retomber dans les travers de la troisième, dans les travers de la 4e République, avec cette instabilité permanente. Alors, excuse-moi, je vais répondre rapidement. Alors, Tertullien, je ne sais Prends ton pas temps, Walter. Je ne vois pas où tu vois une contradiction quand tu dis tu fais des bons constats, mais finalement tu enlèves ça, ça, ci, ça, ci. Eh ben, on a le même constat, c'est que ça ne marche pas. Donc ce que propose JL, c'est complètement inédit, jamais vu nulle part ailleurs. Hein, bon. Pour te répondre à toi, oui. Mais sinon, si tu remplaces. Moi, ce que j'ai toujours, je dis regardez les gars, les partis politiques pendant 5 ans, ils disent oui, le président a trop de pouvoir, ça ne va pas, et ils proposent quoi dans le programme? Rien, ils ne changent rien. Qu'est-ce que vous nous prenez pour des abrutis? Donc moi, je change tout. Alors peu importe qu'on l'appelle République ou inventer un mot, je m'en fous. Juste pour revenir sur ce que tu dis, Franck. D'abord, tu dis un truc, ça prouve que tu n'as pas lu. Le problème, c'est que les gens n'ont jamais lu. Il y a 4 pages, juste le volet modernisation. Personne ne l'a lu, ou alors ils n'ont pas compris. Si tu me dis que le mandat impératif nous fera retomber dans la 4e ou je ne sais pas quoi, c'est que tu n'as rien compris. Rapidement, c'est un système parfaitement équilibré entre un mandat présidentiel, un régime présidentiel fort et un régime parlementaire pour tous les imprévus. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, personne n'a jamais lu ce que j'ai proposé parce que c'est tellement bizarre qu'il dit ouais, c'est n'importe quoi. Mais personne n'a testé. Mais voilà. Est-ce qu'un élu pourrait être révoqué en cours de mandat? Oui ou non? Non. Pas un élu. Le président pourrait, mais pas les autres élus. Non, mais attendez, je pense qu'il ne faut pas commencer à entrer dans le détail du programme de M. Boujna, parce que là, sinon, ça va nous mener. Mais je pense qu'on parlait du principe même. C'est-à-dire que, moi, j'en reviens à ça, si vous voulez. La politique, c'est pas un jeu de. Alors, je dis pas que vous jouez. Hein, je vous vois très engagé. Non, mais si vous voulez, il n'y a pas de manque de respect dans mon propos du tout. Hein. Mais si vous voulez, la politique, c'est très, 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 très élitiste. C'est-à-dire, s'il n'y a pas les moyens, encore une fois, s'il n'y a pas les moyens, notamment financiers, derrière toute action politique, elle est vouée à l'échec, elle est effectivement morte. Même les pseudo-restaurations qui ont eu lieu en 1815, etc., ensuite avec Charles X, ont rencontré d'ailleurs des problèmes parce que la bourgeoisie avait déjà pris le pouvoir et c'était devenu impossible de retourner en arrière. Pourquoi? Parce que ceux qui décidaient, c'était déjà les banquiers, etc., qui avaient d'ailleurs fondé la Banque de France qui s'est maintenue dans le même état d'ailleurs jusqu'au général de Gaulle, pour ainsi dire, jusqu'à la Libération en tout cas, qui était en fait une banque privée, hein, donc ni plus ni moins. Donc en fait,
je pense que c'est plus là-dessus qu'il faudrait. Bon, après, on a un peu dévié parce que finalement, on en est venu beaucoup à parler de vous, Monsieur Boujna, mais je veux dire, ça ne me dérange pas. Mais je pense que c'est plus là-dessus. On ne va pas commencer à. Je pense qu'il ne faut pas. Du moins, vu le temps qui nous reste, pour moi. Oui, bien sûr. Après, on pourra faire peut-être, Franck, une émission spéciale avec l'exposé de votre plan, etc. Mais là, je pense que c'est plus l'illusion dans laquelle, me semble-t-il, moi, je me suis mis au service de Franck, par exemple, à l'époque, en pensant, je me suis dit, il faut un jeune, il avait 25 ans, moi, j'en avais 35, j'ai dit, il faut mettre en avant un jeune qui va justement se présenter, on va d'abord le faire connaître, ensuite, dans l'élection prochaine, il aura ses 500 signatures, l'élection d'après, il sera encore jeune, il pourra faire peut-être plus de 5%, etc. Donc, voilà, c'était complètement illusoire. C'est-à-dire que, si vous voulez, encore une fois, j'insiste là-dessus, je n'avais pas les moyens et je n'ai pas réussi nous n'avons pas réussi à réunir ces moyens en question pour nous lancer dans la vraie politique, pas dans les... sans parler de ça, parce que, on peut en parler, mais moi, je pense que en fait, dans ce que tu dis, Marc, il y a deux sujets. Il y a la question des moyens financiers, d'accord, ça on a compris, et puis il y a la question du système politique dans lequel on veut vivre, dans lequel on souhaite prospérer en France, etc. Et en fait, là où le bas blesse dans la discussion de ce soir avec notre ami Walter, et même avec toute la composante de droite en France, ou plutôt à droite, j'insiste là-dessus, mais c'est que fondamentalement, la très grande majorité des acteurs de notre camp, d'ailleurs, est-ce que l'expression même notre camp, elle est valable, mais on a affaire qu'à des républicains et des démocrates. Oui, mais pour te relayer, parce que c'est vrai, moi je dirais qu'il faut, de toute façon, les seuls changements de régime possibles, c'est quand une partie des élites oui. Bascule du bon côté. Alors, je prendrai, attention, l'exemple est lointain, je prendrai celui des États-Unis en 2016. Pourquoi Trump a remporté l'élection de 2016 à la grande joie de beaucoup à ma grande joie, par exemple, sans illusion, mais quand même, ça fait plaisir de voir la tête des gauchistes. Et si vous voulez, parce que il est clair qu'une majorité des élites américaines a basculé de son côté. Et malheureusement, l'autre partie des élites a volé l'élection de 2020. On a vu les manipulations, le nombre de voix totalement hallucinant qui changent, etc. Mais d'ailleurs, je ne suis pas du tout certain que ça n'existe pas en France, parce que celui qui centralise vraiment, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, entre-temps, il peut se passer à peu près n'importe quoi. Bon. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, il faut que... c'est pas la base qui forme la pyramide. Enfin, oui, il faut des changements à la base. Il faut que les gens se reconvertissent. Il faut que... oui, il y a un certain nombre de choses. Mais au sommet, pour mettre fin... pour détenir les vrais leviers du pouvoir qui sont l'argent et donc les médias, et donc la superstructure, comme aurait dit Karl Marx, je ne suis pas marxiste, mais là-dessus, je pense qu'on peut lui reconnaître le mérite d'avoir désigné une partie du fonctionnement de la société, en tout cas. Eh bien, c'est impossible. Donc, en fait, il faudrait arriver à trouver dans les élites quelqu'un de suffisamment influent ou un groupe suffisamment influent. Dans ce que tu dis, Marc, je suis d'accord, mais pour moi, il y a un autre problème, c'est que on ne joue pas. Enfin, pour moi, on ne gagne. Enfin, dans le contexte dans lequel nous sommes, on ne gagnera pas en jouant le jeu du système et en jouant le jeu de l'adversaire, alors que c'est lui qui tire les ficelles, qui organise l'élection. Les rares fois, que ce soit sous la Révolution ou après, les rares fois la République a perdu les élections. Soit elle a fait des coups d'État, comme Fructidor, soit elle a carrément dit l'élection est invalide. Donc demain, peut-être qu'il y aura... en fait, je pense qu'il faut vraiment que les gens... Excuse-moi, je noterai
un point d'exception, c'est la divine surprise en 1940, où on a eu quand même un régime authentiquement national et réactionnaire. Ouais, mais attends, c'est dans non, le cas. mais qui n'était certes pas parfait, qui a découlé d'une défaite militaire, mais enfin, on a quand même eu pendant quelques années un mouvement qui a encouragé la religion catholique, la famille, la mise en avant des valeurs traditionnelles de la France, etc. Non, mais c'est dans le cadre d'une défaite avec très peu de députés. Moi, j'appelle ça le régentisme, si tu veux. C'est ce qu'on avait parlé ensemble. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, en attendant qu'il puisse y avoir un roi, parce que, bonjour, monsieur Golichot, mais malheureusement, un roi, effectivement, ça paraîtrait. Enfin, de toute façon, il faut arrêter avec ces anciennes dynasties, etc. Je pense que tout ça, c'est. Ils se sont mélangés entre eux, ils se sont mélangés avec la bourgeoisie, etc. Donc, bon, tout ça. Non, je suis d'accord. Juste 30 secondes pour recentrer le sujet. Moi, je pense que le cœur du problème, c'est est-ce qu'on peut changer le système. Enfin, si on doit faire un bilan des élections, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut changer le système par le biais des élections? Et aujourd'hui, alors, avec d'énormes moyens. C'est-à-dire, si vous voulez, si on avait un groupe, si une partie de l'élite se convertissait, mais véritablement, si vous voulez, et avec ces moyens, par exemple, faisait des films, des émissions, toute une superstructure intellectuelle qui allait vers les valeurs qui sont les nôtres. On arrêterait les films de tarés, de Hollywood, etc. On ferait des films sur la famille, sur la religion, sur l'histoire de France, sur les grands épisodes de l'histoire de France, les grands personnages, enfin, j'en passe. Bien sûr, sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur les apôtres, sur enfin, voilà. Donc, si vous voulez, parce que c'est ça qui change les esprits. C'est Hollywood qui a changé les esprits. Pourquoi il y a eu ce mouvement dans les années 60 et 70? Parce qu'il y a eu toute cette superstructure, le rock and roll. On sait ce que ça veut dire, rock and roll. Hein. C'est une expression de Harlem qui veut dire ce que... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, rock and roll, hein, d'accord? Bon. Donc, tout ça, voilà, c'est cette espèce de sous-culture qui a créé dans la population. Je vous rappelle quand même, avant, il y avait des ligues de vertu, par exemple, pour le cinéma, qui s'opposaient à un certain nombre de dérives, etc. Maintenant, tout ça, c'est fini. Donc, si demain, on a des gens qui... mais encore une fois, je pense que c'est possible si on a des élites avec d'énormes moyens derrière, comme ceux dont dispose Macron. Hein. Voilà. Sauf que ce serait pour l'inverse. Voilà. Et après, on pourrait un régent. Moi, je suis intimement convaincu, Marc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce que tu viens d'avancer. Il y a des choses intéressantes, d'autres un peu moins. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas les moyens de cette ambition, je pense que raisonnablement, c'est sûr que lorsque des jeunes et des moins jeunes me rencontrent et me disent, Franck, sans aucun orgueil, hein, mais me disent, Franck, j'aime beaucoup vos constats, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. J'aime bien vos conférences. C'est sûr que dire aux jeunes, l'élection présidentielle, on ne peut pas gagner, on ne va pas faire de coup d'État, c'est sûr que ce n'est pas vendeur pour des jeunes de leur dire qu'il faut travailler à temps et à contre-temps. Pourtant, je suis intimement convaincu que c'est la seule solution que nous avons pour changer les choses. Simplement, une personne qui va dire... là, je ne vise pas Zemmour, bien évidemment, mais une personne qui va dire « vive la Reconquista », dehors tous les musulmans, ou dehors tous les juifs, ou dehors tous les francs-maçons, c'est sûr que le discours que je tiens en tant que catholique et royaliste, le royalisme est une idée, est une doctrine beaucoup plus exigeante. C'est une doctrine qu'on n'acquiert pas en une semaine ou en 10 jours. Donc c'est vrai que là aussi, nous, en tant que royalistes, hein, pour un peu ensuite le sujet, vous me permettez, c'est que la difficulté qu'est la nôtre, c'est qu'on ne peut pas se dire royaliste en une seconde, alors qu'il y a plein de combats aujourd'hui où on peut l'être en très peu de temps. Donc non seulement notre combat, il faut, comme tu l'as dit, par les livres, les films, il faut l'acclimater, il faut l'apprivoiser, ça prend du temps, mais au-delà de tout cet aspect, il y a aussi un problème, c'est qu'aujourd'hui la politique, elle est énormément basée sur l'émotionnel et les sentiments, et dire à une personne, on ne fera pas le grand soir électoral ou le grand soir catholique, contre-révolutionnaire et ce que tu veux,
bah, c'est sûr que je passe pour un briseur de rêve et un casseur d'ambiance. Simplement, j'estime que à mon tout petit niveau, il faut être responsable et dire qu'on pourra faire un grand soir électoral ou un coup d'État. D'ailleurs, on voit bien l'action française, même si j'ai du respect pour eux, quelles que soient nos divergences, les militants. Bien sûr, mais les militants. Maurras a écrit son livre « Le coup de force est-il possible » en 1904 ou 1906. On est en 2022, il n'y a pas de coup de force. Et il n'y aura pas de coup de force demain. Il suffit de voir Pierre de Villiers. Donc moi, je suis intimement convaincu que… L'armée est morte en 61. Je suis intimement convaincu que le combat politique passe bien évidemment par une réappropriation spirituelle pour ceux qui ne sont pas catholiques ou ceux qui le sont de manière trop tiède ou que de culture, mais il y a aussi un grand volet doctrinal. Et c'est pour ça que un des enjeux pour moi de cette élection, en tout cas des émissions que je vais faire dans les jours d'après, c'est de faire comprendre aux gens que l'élection présidentielle est un mythe, est un leurre, et que le système républicain, d'un point de vue fondamental, n'est pas un bon système pour la France parce qu'il ne permet pas de sauvegarder nos intérêts à court, moyen et long terme. Tout à fait d'accord, mais encore une fois, ce qu'il faudrait arriver, c'est à… Pour mettre fin à cela, il faut que bascule une partie suffisamment importante des élites pour y mettre fin. Sinon, c'est illusoire, les moyens leur appartiennent, et c'est pas voilà, il n'y a pas de révolution populaire, c'est pas vrai. On sait très bien que la Révolution française a été menée par comment dirais-je, des groupes, etc., des financiers. Donc, voilà, il n'y a pas de… Même reprenez l'accès de Mussolini ou d'Adolf Hitler, etc. On sait très bien, c'est très bien décrit par l'un des frères, comment s'appelaient ces frères, les frères… vous savez, Otto, et que d'un seul coup, en 1929 ou quelque chose comme ça, ou en 30, il y a des tombereaux d'argent qui ont été déversés sur le NSDAP, qui était alors à quelques pourcents et qui en 2 ans est devenu même pas majoritaire d'ailleurs, mais après il a fallu l'élimination des communistes en février 1933 pour avoir la majorité au Reichstag. Mais vous voyez, en 22, Mussolini, bah, c'est pareil, c'est un basculement de la bourgeoisie par rapport au risque communiste. Qui lui permet d'accéder au pouvoir. Napoléon, c'est exactement le même principe. En 99, on sait très bien qui le soutient derrière. Hein. Il y a des banquiers, il y a etc. Ceux qui ont fondé ensuite la Banque de France, qui ont eu un certain nombre de prébendes en échange. Il ne faut pas rêver. Hein. Donc, mais avant de donner la parole à Walter ou à Pierre ou à Tertullien, dans les 2 exemples tu as donné plusieurs exemples, mais dans les 4 exemples que tu as donnés, que ce soit Benito, Adolphe, Napoléon, Pétain, les 4, c'est des militaires. Pétain était auréolé de sa victoire en 1917 de Verdun, et Napoléon, c'est le génie militaire, campagne d'Italie, Égypte, etc. Donc aujourd'hui, le profil que tu décris, on ne l'a pas. De fait. Non, tu as raison. Tu as raison. Non, mais en plus. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que vous voulez dire quelque chose, Pierre, sur le débat, bilan présidentiel, etc. Bonsoir. Je prends en cours de route, donc je ne sais pas ce qui s'est dit avant. Eh bien, écoutez, imposez-vous. Non, moi, je reviens toujours. C'est-à-dire, je vous parle souvent du test Evino, mais en fait, si vous voulez, le test Evino n'avait permis que de formaliser certaines choses que je pensais avant. Parce que vous avez cité Napoléon, vous voyez, Franck. Oui. Chez Napoléon, vous le voyez comme moi, il y a la notion de rapidité qu'on trouve. Parce que je me suis intéressé, enfin bon, j'étais assez fan d'histoire dans le secondaire et j'avais un prof qui avait été aumônier de l'école de cavalerie de Saumur, en fait, avant, et qui m'avait fait lire les carnets de Rommel. Et donc, je me suis intéressé donc, à tous ces phénomènes de rapidité. Enfin, depuis, j'ai lu les mémoires de Guderian, tout ça, Manstein, et tous ces trucs-là. Et je me suis aperçu qu'il y a une notion de rapidité donc, qui est mise en cause, et que si on veut s'en sortir, il faut que ces gens-là qui ont brillé, effectivement, que vous avez dit tout à l'heure, essentiellement dans la sphère militaire, ça puisse se transposer dans la sphère politique, quoi. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'un militaire, par exemple, un Guderian Rommel obéissait à un état-major qui lui disait tu vas aller ici, tu vas aller là.
mais il n'était pas, c'est pas lui qui constituait ses troupes. Hein. C'était pas un orateur sur une tribune qui va admonester attendez, ses Pierre, troupes. je vous coupe rapidement, mais ouais, le dernier homme politique qui a fait la guerre, et encore dans un contexte très particulier, ça reste, homme politique de très grande valeur, hein. Enfin très grande valeur, pas au sens intellectuel, mais en tout cas qui a marqué la cinquième République, c'est Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, le problème, par exemple, de Pierre de Villiers, par exemple, c'est que pendant 30 ans, il a accepté toutes les, j'ai pas le terme en tête, mais toutes les avanies qu'on a fait subir à l'armée française sans quasiment rien dire. Du jour au lendemain, il croyait se faire un petit jeune qui était Emmanuel Macron, sauf qu'Emmanuel Macron était plus bon avec lui. Lorsque Pierre de Villiers se fait botter les fesses, pardonnez-moi l'expression, que fait-il? Il trouve un emploi chez l'ennemi. Donc en fait, aujourd'hui, quand j'ai commencé la politique en 2004, j'avais plusieurs illusions. Et une de mes illusions, je dois bien l'avouer, j'avais 23 ans. Hein. Aujourd'hui, j'en ai 40, donc cette illusion, elle est passée depuis le temps. C'est que j'avais plusieurs illusions. Voilà, je vais vous en dire deux. La première illusion, je pensais que les militaires pourraient faire un coup d'État. Je me rappelle, j'en avais rencontré certains avec Marc. Bref, c'est pas le sujet, mais j'avais rencontré certains militaires, des généraux. Moi, je me disais, ils aiment la France. En fait, au bout très rapidement, cette illusion s'est levée. Et la deuxième illusion qui s'est rapidement envolée, et là, ce sera plus pour mon ami Walter, c'est je me suis dit, on va faire des tracts, on va les distribuer, on va faire des réunions publiques, et comme on aime la France, comme on est honnête, bah, les gens ils verront la vérité et ils se rallieront à nous en masse. Et en fait, cette illusion, elle a mis un petit peu plus de temps à passer que l'illusion du coup d'État militaire, mais aujourd'hui, elle est totalement dépassée. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé la politique, je croyais vraiment que les gens allaient se dire, bon, ce que vous donnez comme propagande, comme doctrine, c'est la vérité, on va vous rejoindre. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'insiste là-dessus, je pense que dans les mois qui viennent, je pense que même si ça nous prend 10 ans, je pense que l'échelon local, c'est celui sur lequel nous avons la vraie possibilité d'agir et d'interagir, parce que c'est un échelon qu'on connaît, c'est un échelon qu'on maîtrise, et puis en plus c'est un échelon naturel selon le principe de subsidiarité. Et puis l'autre chose aussi importante, c'est que la politique c'est du réel, et être dans le combat local, ça met les choses. Enfin, vous voyez, quand vous parlez à un paysan, 2 et 2 font 4. Quand vous parlez, on en vient tout à l'heure, à un technocrate, il va vous embrouiller la tête. Moins aujourd'hui, malheureusement, parce que la paysannerie a été quand même. Moi, je connais bien la campagne. A été bien démoli aussi. Hein, oui, mais le vrai paysan, il n'existe plus tellement. C'est une espèce de technicien de la campagne qui se fait avoir d'ailleurs par le système qui se fait détruire depuis 40 ans. Bon. Non, mais le but de cette discussion, moi je donne des solutions, et une de mes solutions, c'est sortir de cette illusion démocratique républicaine, parce qu'on perd du temps, parce qu'on perd de l'énergie, et puis on n'a pas les moyens. Et puis il y a une autre chose, enfin, alors pourquoi pas l'échelon local, et puis bon, ce que les uns et les autres peuvent faire, c'est-à-dire le combat culturel, parapolitique, voilà, je pense que dans nos environnements, dans ceux qui ont le talent d'écrire, eh bien, peuvent écrire, ceux qui ont le talent de faire des émissions. Mais le problème, Marc, c'est pour aller vers quoi? C'est ça aussi. Aujourd'hui, il faut dire ce qui est. L'énergie, elle est plutôt, je ne vais pas dire de droite, mais elle est à droite. Quand on voit les youtubeurs à succès, quand on voit. Le problème, c'est pour aller vers quoi? Si c'est pour aller vers du zémourisme, ou vers un libéralisme de droite, etc., moi, j'en vois pas l'intérêt. C'est pour ça que je pense que la première question, c'est comme dans l'Église. La première question, elle est doctrinale. C'est-à-dire, est-ce que nous allons tous comprendre, en tout cas, moi, je l'ai compris, toi aussi, Marc, mais est-ce que nous allons comprendre que la République et la démocratie ne sont pas des outils, ne sont pas des systèmes qui correspondent au génie français? En fait, moi, j'appelle de mes voeux vraiment une mise à jour du logiciel de la droite pour qu'on en revienne à nos fondamentaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? D'abord, oui, Pierre de Villiers, Macron, si je puis me permettre, dans le passé, on a eu De Gaulle-Giraud, par exemple, en 1943, où un général 5 étoiles s'est fait, excusez-moi, couillonner par un 2 étoiles plus vicieux et plus malin que lui, quoi. Parce que tout général n'est pas apte à la politique. Et puis, c'est ce que j'appelle le spectre de compétences. Chacun a son spectre de compétences. Il y a de très bons généraux, mais qui font des politiciens nuls.
Et puis, il y a des généraux qui ne sont pas très bons, mais qui font des bons politiciens ou des bons politicards. Donc, tout ça, faut voir, quoi. Alors après, moi, je vous dis, si je regarde ce qu'on réussit dans les autres pays, il y en a deux, les deux qui tiennent encore, Orban et Bolsonaro, sont ceux que je note le mieux au test Evino, si vous voulez. Excusez-moi, je reviens toujours à mon test. Je vends ce test en quelque sorte. Ça serait bien qu'un jour on fasse une émission là-dessus, parce que moi, j'ai toujours pas compris. En fait. Personnellement, bon, je suis pas forcément très intelligent. Mais... Si vous avez 120 QI, ça devrait aller, vous devriez comprendre. D'accord, bon, peut-être que je les ai pas alors, mais je serais intéressé qu'on fasse peut-être. Non, mais on peut pas la. Non, parce que j'ai fait une interprétation, si vous voulez, il faut tout de même un certain temps pour l'exposer. Oui. Pierre Gaudichaud. Très bien, d'ailleurs, c'est intéressant. Pierre Gaudichaud, très rapidement, par rapport à la question que je vous ai posée, par rapport à la démocratie et la République, quel est votre avis? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à. Vous voyez, moi, je pense premièrement que la monarchie donc, ne garantit pas la compétence. C'est un peu ça le problème. C'est le principal problème pour moi de la monarchie. Hein. Alors, après, je suis en train de lire. Ça, c'est lié à tous les systèmes politiques. Il n'y a aucun système politique qui peut garantir les gens. Par contre, il y a un système politique, grâce à son institution, qui peut permettre et d'éviter certaines dérives. Alors après, je suis en train de lire, là, j'ai terminé de lire les mémoires de von Papen. Je ne sais pas si vous savez qui c'était. C'était un des derniers chanceliers avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et qui l'a d'ailleurs aidé. Oui, alors il avait proposé à Hindenburg, quelques mois avant la mort d'Hindenburg, là, en 1934, de faire un testament demandant le retour d'une royauté, mais d'une royauté constitutionnelle. Oui. Mais bon, évidemment, Adolphe s'est assis dessus. Hindenburg était pour. Mais moi, je pense que c'était peut-être pas la bonne solution parce que je demande, mais c'est une idée comme ça que je lance en l'air. Hein, je ne sais pas si elle est bonne. Hein, c'est une réflexion parmi d'autres. Hein, que une fois qu'il y aura quelqu'un. Alors, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une première fois quelqu'un de capable qui arrive au pouvoir. Mais ça, et à ce moment-là, plutôt qu'un système héréditaire, excusez-moi, je verrais plutôt un système de cooptation. Voilà. Alors, Pierre, je vous ai coupé le micro parce que, juste 30 secondes, Pierre, vous partez d'un premier préalable qui n'est pas possible, en fait. Quand vous dites qu'il faut que quelqu'un de compétent arrive, mais comment quelqu'un de compétent arrive? Et ça, vous ne répondez pas à la question, vous enjambez la première marche de l'escalier. Je sais, oui. Oui, donc, alors, oui, je sais, c'est ça le problème, en fait. Oui, bien sûr. Mais c'est le problème aussi pour la monarchie, en fait. Hein. La monarchie a le même problème. Hein. D'après ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que tu as dit, Marc? Non, je disais qu'effectivement, pour rebondir sur ce que disait M. Gaudichaud tout à l'heure, on n'a plus de vrais, et de grands militaires. C'est-à-dire qu'on a voilà, des généraux de salon, je ne sais pas pourquoi ils ont le titre de général d'ailleurs, la plupart du temps, bon, etc. Enfin, donc ça aussi, c'est vrai que l'élément militaire a quand même joué un rôle central dans beaucoup de changements de politique et de régime, enfin de régime, pas forcément, mais en tout cas de politique en France, et que là, on n'a pas ça sous la main. Monsieur Boutellier. Attendez, oui, monsieur Gaudichaud. Attendez, excusez-moi, monsieur Tertullien, quel est ton avis, Tertullien? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Est-ce qu'il est toujours là, Tertullien? Bon, peut-être laisser répondre M. Gaudichaud, non? Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Gaudichaud en parlant de compétences. Et là, je vais en même temps. Oui, non, c'est important parce que pour moi, la monarchie, ce n'est pas une compétence. C'est une incarnation, ça n'a rien à voir. On ne veut pas un technicien, un technocrate qui va être un spécialiste de ci ou de ça, on veut quelqu'un qui incarne et derrière un système qui gouverne avec toutes les sécurités, les systèmes de sécurité pour qu'il n'y ait pas de dérive autocratique complètement. C'est ce que propose Gial. Je reviens là-dessus, sans rentrer dans le détail. Hein. Je veux parler que ce que je te reproche, Franck, c'est toujours la même question, c'est que tu parles toujours de système, mais tu ne parles pas de ligne. Si tu ne parles pas de ligne, les gens vont se regrouper, vont te rejoindre sur quoi? On va vous trouver un roi. Ok, mais ce n'est pas suffisant pour regrouper. Il faut donner une ligne. La ligne Giel, je l'avais dit dans une précédente émission, tu te rappelles, avec je ne sais plus qui, un royaliste, là,
le système UGL pourrait s'adapter avec un roi. Parce que quelque part, c'est très bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est ce que je veux dire à Franck, il n'a jamais répondu là-dessus. La ligne, c'est pas simplement dire la France, les valeurs et tout. La ligne, c'est du concret. C'est même, par exemple, dans UGL, il y a aussi une façon complètement différente de gérer le budget de la France. De tout centraliser. Enfin, bon, ouais, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est que la ligne, c'est plein de choses différentes. C'est pas que des mesures, c'est une ligne, on va dire, idéologique, quelque part, qu'on le veuille ou non, où on veut aller. Est-ce qu'on veut que la France redevienne comme il y a 300 ans, ou juste comme il y a... Pas ça. Moi, je préférerais comme il y a 100 ans. Bah, écoute, Walter, non, mais personne ne dit ça. Walter, je caricature toujours. Alors, Walter, si tu veux, une ligne politique, j'ai 12 points. J'ai les 12 points de Franck Abed. Si tu veux, je peux malheureusement, très cher, moi, je dois vous laisser. Eh ben, pas de problème. Tu veux pas écouter les 12 points de la ligne Franck Abed? Si, alors j'écoute les 12 points, oui. Ouais, 12 points. Alors, j'écoute en fait maintenant, je veux bien écouter, mais je suis obligé de... alors, Tertullien, il parle, mais on l'entend pas apparemment, donc je vais régler le problème. Alors, 12 points. La France est un pays prédestiné à vocation surnaturelle. Les tendances à la relativisation, minimisation ou à fortiori négation de l'existence du surnaturel en général et de son lien intime avec la France en particulier traduisent une attitude strictement incompatible avec ma démarche. Point numéro 2. Le caractère surnaturel de la France est d'essence chrétienne, comme l'atteste dès sa naissance historique le baptême de Clovis avec 3000 de ses guerriers, et comme le confirme par la suite le sacre de nos rois à Reims par l'évêque usant de la Sainte-Ampoule, source vive renouvelée jusqu'à Louis XVI sans discontinuité, du statut du roi de fils aîné de l'Église, conféré par Dieu et les papes à la France. Troisième point. De cette origine découle en toute logique que le pouvoir temporel appelé à s'exercer sur la France et les Français ne peut tenir sa légitimité que de Dieu seul, comme il l'a manifesté ou rappelé à plusieurs reprises dans ses interventions directes, fondatrices, comme dans le cas du miracle de la Sainte-Ampoule, ou restauratrices, comme dans les nombreux cas de miracles attestés tout au long de l'histoire de France. Quatrième point. Ce seul constat suffit à invalider toute prétention à la désignation démocratique du pouvoir suprême en France, car le peuple n'est pas le souverain. Seul le roi validement sacré l'est, en vertu du droit divin, qui fait de lui le roi très chrétien, lieutenant du Christ, vrai roi de France. La consultation des sujets peut et doit s'exercer au niveau local, provincial, selon le principe de subsidiarité. Point numéro 5. Je travaille à encourager la formation d'un esprit conforme à cet état de fait. Pour cela, il me tient à cœur de mettre en lumière tout argument utile à la vérité et de pourvoir aux besoins qu'éprouvent nos contemporains, de comprendre la cause du royalisme français, non pour les séduire, mais pour les instruire et par là même les convaincre. 6. Dans l'ordre politique intérieur, nous ne nous contentons pas d'attendre passivement le sort qu'un roi rétabli sur son trône nous réserverait. Nous agissons dans l'espérance d'un gouvernement qui soit fondé sur la doctrine sociale de l'Église et soucieux d'appliquer les principes qui déterminent les conditions de la réalisation du bien commun surnaturel et naturel. 7. Dans l'ordre politique extérieur, nous proclamons notre attachement inconditionnel à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité de la France, au respect de ces principes intangibles par notre diplomatie envers les autres États. Leur mise en œuvre stricte est opposable aux puissances étrangères, aux oligarchies financières et de façon générale à toute tentative d'influence ou d'oppression, visible ou invisible, qu'elle soit organisée ou non. 8. Sauf cas rigoureusement avéré de légitime défense, telle que la notion en est définie par la tradition de l'Église et telle que la pratique est encadrée par les critères catholiques de la guerre juste, nous condamnons toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'une nation souveraine, toute intervention unilatérale et toute initiative hégémonique, quelle qu'en soit la nature et la justification. 9. Dans la mesure où ils peuvent porter atteinte à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité de la France, les engagements internationaux pris par la République seront l'objet d'un moratoire suspensif jusqu'à leur examen minutieux et permis de dégager le traitement à leur réservé. D'ici là, la France royale doit être considérée comme déliée de toutes les obligations contractées par la République. Point 10. La France, qui a rempli dans l'honneur durant des siècles sa mission d'évangélisatrice et d'éducatrice des peuples, doit renouer avec sa tradition multiséculaire et se donner les moyens de rayonner spirituellement et culturellement. Cette perspective vaut aussi bien pour son territoire actuel que pour sa sphère d'influence historique. 11. Réconciliée avec sa longue tradition capétienne, la France doit en outre redevenir la protectrice, fidèle et fervente des chrétiens persécutés à travers le monde. À cette fin,
elle ne s'arrangera pas un quelconque droit d'ingérence dont elle serait la seule arbitre, mais elle envisagera sans faiblesse le recours à tous les moyens que permet la tradition de la Sainte Église dès que la situation l'exigera. Point 12. Enfin, nous combattons tout effort en vue d'établir un nouvel ordre mondial, officiel ou officieux, patent ou latent, quel que soit son niveau d'influence ou d'action, du plus spirituel, entre guillemets, au plus matériel, du plus subtil au plus grossier, car nous condamnons toute tentative artificielle d'unification du monde, d'où qu'elle vienne, et quelles que soient ses appellations et intentions cachées ou affichées. L'unique ordre naturel que nous appelons de nos voeux est celui du Christ. Voilà, 12 points, politique intérieure, politique étrangère, tout est dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Mickaël. Alors, moi, je pense que c'est encore plus, comment dire, c'est encore plus fou de penser que tu puisses, alors toi, tu t'en fous de la démocratie, donc évidemment tu passes par des élections, mais pour arriver à mettre en place ça, alors que la France malheureusement se déchristianise, on peut le dire, et vu la démographie, ça va aller de pire en pire. Donc de vouloir refaire une France colonisatrice, donneuse de leçons, évangéliste, super chrétienne, tu ne peux pas dans ce monde avec la démographie et la population d'aujourd'hui. C'est impossible. Et alors, surtout alors, juste sur la démographie, est-ce que tu sais aujourd'hui en France combien font d'enfants les athées? Combien de font d'enfants? Les couples athées, ils font combien d'enfants? 1,7. Ouais. Combien font d'enfants les couples catholiques en moyenne? 2,4. Non, 4. C'est-à-dire qu'à long terme, la démocratie, elle est pour nous. Combien font d'enfants les couples musulmans 3. En moyenne? 4,2. Donc en fait, juste pour te dire que aujourd'hui, si on s'en tient à la démographie française, dans 20 ou 30 ans, il y aura plus de religieux en France que de non-religieux. Les athées font moins d'enfants que les religieux. C'est sorti dans le nouveau livre de Dominique Régnier, Catholicisme du XXIe siècle, où il étudie tous les sujets. Et en fait, à un moment donné, il parle de la démographie et il justifie ça avec des courbes, c'est des schémas officiels, etc. Les couples catholiques font plus d'enfants que les couples athées. Donc demain, il y aura plus d'enfants catholiques en France, enfin, il y aura plus de catholiques que d'athées. Si on s'en tient à la démographie. Non, attends, excuse-moi. Ça, j'ai bien compris. Oui, non, mais de la courbe, je veux bien. Mais si tu prends les chiffres de départ, c'est pour ça que ta courbe, ça sera majoritaire dans 120 ans. Et je peux te le garantir, même mathématiquement de tête comme ça. Donc, c'est une tendance, c'est très bien. Mais comme tu l'as très bien dit, les couples musulmans font aussi 4 enfants. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Donc, je te dis, croire que la France peut redevenir ce qu'elle était il y a 150, 200, 300 ans, même 100 ans, c'est un rêve illusoire. Surtout, tu ne pourras pas regrouper autour de ça. Et d'autre part, l'autre problème que je vois toujours, c'est que je veux bien, ok, tu n'es pas démocrate, ok. On vient de voir que le coup d'État, c'est impossible. Moi aussi, j'avais le même rêve que toi. Jusqu'à il y a 1 an et demi. Je parlais avec des militaires. Et c'est vrai, tu vois, moi, je suis un peu plus lent à la détente, parce que je viens d'arriver dans ce milieu. J'ai parlé aussi avec des militaires qui m'ont dit, bon, il faut oublier. Ok, donc pas de coup d'État militaire. Pas de figure qui a le charisme de la guerre. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus personne qui a fait la guerre, plus personne ne peut avoir ce petit truc en plus qui peut entraîner. Pas assez de catholiques. Donc, qui va faire un coup d'État? Qui va renverser ces vendus, ces corrompus? Qui? Personne. Le basculement des élites, c'est la seule solution, dans n'importe quel cas. Oui, j'ai entendu ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Simplement, les élites aujourd'hui, je ne veux pas encore parler de GL, mais justement, j'avais pensé à ça à l'écriture. Non, mais juste pour dire, j'avais pensé à ça à l'écriture. C'est le seul programme qui a une ligne à la fois sociale et pas du tout anti-business. Bien au contraire. Les élites, j'y pensais à ce niveau-là. Bon. Mais maintenant, c'est au business, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est important parce qu'il ne faut pas tomber dans le gauchisme social. Non, bien sûr. Ni dans le libéralisme déchaîné. Donc, bon, voilà, c'est ça. La bonne dose. Je pense que moi, je peux, pardon, vous m'entendez? Oui, je t'en prie. Oui. Vas-y. Bon, je vais rebondir sur ce que dit Walter sur justement le programme de JL que j'étais en train de lire attentivement pendant qu'il intervenait, n'est-ce pas? Je vais prendre juste un petit passage. Je cite, c'est le texte de Walter, je ne change pas un mot. Le traitement des députés sera réduit de 20% et les frais vraiment vérifiés. Question, comment on fait pour vraiment vérifier des frais? Vraiment vérifier. Comment on vraiment vérifie?
c'est vraiment un détail, ça. En plus, je l'ai changé entre-temps, la version. Bah, je ne sais pas, tu veux diriger la France, donc moi je cite, hein. Il sera interdit d'embaucher un membre de sa famille. Bon, c'est déjà le cas. Il sera interdit d'embaucher un membre de sa famille, c'est déjà le cas. Et la suite, bon. Et la suite pourtant, ils le font tous. Hein. Oui, ni embauche croisée avec un collègue. Voilà, c'est ce qu'ils font. Tu détermines ce qu'est une embauche croisée. Bah, j'ai expliqué, non? Je n'ai pas écrit. Tu sais pas qu'il y a des femmes de et ainsi de suite, ils se font des espèces de partouzes. Non, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, je continue de citer. Les absences sans justification seront déduites de leur traitement. C'est quoi une absence sans justification pour un député? Non mais Tertullien, mais c'est quoi? Pourquoi on change de Je sais pas. Tu veux me bloquer sur un truc, je peux tout te démontrer, mais c'est pas le sujet de ce soir. Oui, je pense que c'est un point de détail en plus, personnellement. Non, mais je sais que c'est un détail. Je suis d'accord que c'est un point de détail de l'histoire. Oui, non. Mon point n'est pas du tout, je sais que c'est un programme, que c'est écrit, qu'il y a beaucoup de choses. Ce que je vais faire comprendre, c'est que Walter a des prétentions de dire que son programme, ses écrits, son œuvre est novatrice, extraordinaire et importante pour la France. Mais il prend une fois et je l'ai fait plusieurs fois, Walter, parce qu'on l'a fait même dans nos discussions privées sur Telegram et tout. J'ai fait plusieurs fois, je te cite ton texte. Et à chaque fois, tu me renvoies en disant c'est un détail, c'est pas moi, etc. Moi, je suis désolé, tu as produit quelque chose, tu dois assumer ce que tu produis. Attends, Tertullien, si tu veux un duel, je te prends quand tu veux, mais là, c'est hors sujet. D'abord, j'assume tout ce que j'ai écrit. Deuxièmement, j'assume. On dirait que tu as sorti un scoop. Qu'est-ce que j'ai dit là qui n'est pas vrai? Rien. Donc, excuse-moi, Franck, soit on fait un débat, un duel et je le déchire en deux, soit on parle d'autre chose, parce que là, c'est n'importe quoi. Alors, Tertullien. Très bien. Alors, il y a un point, si vous permettez, il y a un point sur lequel je ne suis absolument pas d'accord. Là, pour le coup, bon, c'est peut-être anecdotique, mais pas tant que ça, à mon avis. C'est la réduction des rémunérations dans les élites. C'est-à-dire que pour se prémunir de la corruption, il faut au contraire leur donner beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'à l'époque, non, mais moi je vous le dis, à l'époque où le roi, où la cassette personnelle du roi se confondait avec celle de l'État, le roi était par définition incorruptible. Alors, Marc, personne ne pouvait corrompre le roi. Marc, oui, c'est évidemment le cas, je suis d'accord avec Marc, évidemment. Oui, d'accord, je peux répondre parce que là c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Alors, là, on parle d'une diminution de 20%, d'accord? Tous les mouvements citoyens, ils veulent le salaire médian de la frange. Vous êtes fous. Et là, je répondais que vous... Attendez. Juste une seconde. Walter, 30 secondes. Pardon, Marc, mais ton député, tu vas le payer combien? 10 000, 15 000, 30 000 euros? Non, alors attention. Moi, je vais te dire un truc. Je fais un Sénat, par exemple, pour mettre justement tous ces membres des élites, etc. Il faut leur donner des prébendes pour se prémunir d'eux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça ne me dérange pas de payer un type. Ça ne coûte rien vu le budget de l'État. Non, mais d'accord, Marc, mais même un député. 30 000 euros par mois, ça ne me dérange pas. Mais même un député que tu vas payer 100 000 euros, il peut être corruptible. Tu as des joueurs de foot qui sont corruptibles, ils touchent des centaines de millions. Non, tu as raison. Mais si tu veux. Non, mais. Si vous voulez, je pense que de toute façon, la monarchie, par définition, je suis pour une monarchie effective. Enfin, donc tous ces corps de type Sénat, etc., qui peuvent être éventuellement mis en place, ce sont un peu des joujoux. Bon, dans l'esprit qui serait le mien, un petit peu à la Napoléon, si vous voulez. Hein, voilà, donner des postes, etc. Mais Napoléon donnait beaucoup d'argent à ses maréchaux, à ses et aux dignitaires du régime. Il ne faut pas oublier ça. L'homme est quand même comment dirais-je, il y a en l'homme, il y a le péché originel, etc. Donc, si vous voulez, il ne faut pas rêver d'hommes. Alors, évidemment, il y en a eu. Il y a des hommes. Il semblerait que le général de Gaulle, bon, moi, je ne suis pas gaulliste, hein, mais il semblerait qu'il fût réellement extrêmement rigoureux de ce point de vue-là, qu'il était lui-même, il payait ses factures d'électricité pour les appartements qu'il occupait à l'Élysée, etc. Donc bon, il peut y avoir des exceptions, du moins c'est ce que j'ai lu. Bon, il habitait une maison somme toute très simple, comment s'appelle cette maison qu'il avait là, où tout le monde se rend le jour de sa mort. Oui, à Colombey.
Bon, donc, si vous voulez, voilà, il semble effectivement que cet homme n'est pas corrompu. Mais on sait très bien que autour de lui, il y avait des gens qui étaient fortement corrompus. Et d'ailleurs, bon, il y a eu certains scandales immobiliers qui ont été révélés que plus tard, etc., dont il ne pouvait pas légitimement ne pas être au courant. Mais il a laissé faire, je pense, parce qu'il sait très bien qu'une partie voilà, c'est les élites, elles sont comme ça, elles veulent s'en mettre plein les poches. Il ne faut pas les en empêcher. Simplement, moi, ça ne me dérange pas que le chef soit immensément riche, si le pays est prospère et si tout le monde en bénéficie. À l'époque du roi, c'était comme ça. La richesse ne me dérange pas, sauf si elle est injustifiée. Et aujourd'hui, ces gens qui s'en mettent plein les poches là-haut détruisent le pays. C'est ça le vrai problème, en fait. Mais qu'on ait des élites qui gagnent beaucoup d'argent, moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Juste 30 secondes. En fait, Tertullien, ce que tu as fait, c'est intéressant, et c'est pas du tout méchant, Walter, mais c'est juste pour moi, pour te montrer deux choses. La première, je l'ai déjà dit, mais j'insiste là-dessus, tu restes dans l'illusion démocratique et républicaine et citoyenne. Tu penses que les citoyens, du jour au lendemain, en se rasant le matin, ils vont se réveiller avec la lumière et ils vont faire les bons choix politiques et tout. Bon, je ne sais pas si on t'aura convaincu ce soir, mais en tout cas, je pense vraiment que là-dessus, tu fais fausse route. Et la deuxième chose, quand on prend ton programme, moi, je ne l'ai pas lu comme Tertullien l'a fait, j'ai un peu regardé de manière objective. Les trois quarts des choses que tu proposes, c'est proposé par tous les réformateurs de la République, en fait. En fait, ta valeur ajoutée réelle, elle est sur des petits points. Mais les trois quarts du concept JL, quand tu vois les rapports, quand tu vois les rapports blancs du Sénat, etc., des différentes commissions, réduction du train de vie de la politique, etc., c'est en fait tout ce que tu dis, c'est déjà dans les faits, en fait. J'adore ça parce que j'ai eu ce débat au tout début. Au tout début, les gens... Non, j'ai adoré parce que moi aussi, je fais des vidéos sur tout. J'ai fait un truc qui s'appelle « Est-ce que JL est une copie ?» Un truc qui dure 2 minutes. En 2 minutes, je démontre que JL est le programme où il y a le plus d'idées complètement nouvelles, qu'il n'y a dans aucun des partis de tout le paysage. Deuxièmement, est-ce que tu peux nous en donner 2 ou 3 d'idées complètement nouvelles? Deuxièmement, que je reprends sur Tertullien. Il prend une mesure qui est super basique, banale, qui a effectivement dans tout. Il dit « Ah, il n'y a rien de nouveau dans ton programme. » Mais il y a 150 mesures. Il y a un système avec un organigramme de la République qui est complètement inédit. Il n'en parle pas. Il va nous sortir les frais des députés. Alors, soit c'est un débat de bonne foi et je peux venir quand vous voulez juste pour ça, mais si ce truc-là est intéressant d'ailleurs. Ben, ce serait intéressant, oui. Moi, je persiste à dire qu'il y a des idées qui sont nulle part, une proposition qui est complètement inédite, un renversement du pouvoir où le président n'est plus un autocrate comme aujourd'hui en roue libre pendant 5 ans avec la majorité à l'Assemblée, etc., comme on l'a vu avec Macron, un contrat de confiance qui n'est pas non plus sclérosé, genre mandat impératif, il y a quand même des petites... Enfin bref, on peut en parler. Un Sénat qui disparaît, je suis désolé, monsieur Marc, apparemment... Non, mais pour moi, le Sénat est un outil de prébande. Hein. C'est pas... Voilà, c'est pas destiné à prendre des disparition, et là, ça ne va pas vous plaire, surtout à Franck, disparition des élus régionaux et départementaux. J'explique pourquoi, vite fait. Parce que les élus régionaux ont amené à faire finalement des baronnies, ou des politiciens qui deviennent comme Pécresse, comme Wauquiez, comme tous ces gens-là de présidents de région. Et quand on y réfléchit et qu'on voit les prérogatives des régions, il n'y a aucune raison d'avoir une ligne politique et une idéologie politique. L'idée, c'est d'appliquer une politique nationale forte pour reconstruire ce pays et de ne pas avoir des petites baronnies qui font le contrepoids pour emmerder le pouvoir. Et les départements, je finis, les départements, et là ça va te plaire par contre, je redonne une importance énorme aux maires. C'est pour ça que les 500 signatures, moi, je les aurais eues. Si tu vois mon organigramme, c'est facile. Et les maires deviendraient, au lieu qu'il y ait des conseillers départementaux qui ne servent à rien, là, des élus qu'on paye pour rien, les maires, bien sûr, avec une rallonge, seraient eux-mêmes les conseillers départementaux. C'est-à-dire qu'il y aurait... Est-ce que tu peux donner, parce que moi, par exemple, je suis pour le fait qu'aujourd'hui, toi, tu as 7 strates en France. Moi, je suis pour qu'il y ait juste l'État, la province et le maire. Donc, si tu supprimes les conseils départementaux, ça me va. Mais juste rapidement, Walter, pour faire plaisir à notre ami Tertullien et pour la gouverne de Marc et de moi-même, est-ce que tu pourrais donner 2-3 idées vraiment novatrices qu'il n'y a pas dans les autres programmes? Alors, il y a dans mon programme, alors c'était écrit en 2017, c'est sûr qu'entre-temps, ce concept
est devenu dangereux et fait peur à tout le monde. Ça s'appelle le VMN, le versement mensuel national, qui n'est pas le revenu universel. Oui, j'allais en parler, Walter. Tu as bien fait de me devancer, j'allais y venir. Ça tombe bien. Mais je ne savais pas que je passais l'intervention écrite ce soir. Bon. Non, mais moi, contrairement à tous ceux qui ont débattu avant toi, avec toi, je te lis. Tu me dis quoi? Non, je te lis. Non, je te lis. Je lis ce que tu écris. Alors, vas-y, ton salaire mensuel. Donc le VMN est un revenu, j'ai calculé pour que ça passe, et c'est 750 € par mois pour tout citoyen français, versement mensuel national, qui remplace, et c'est marrant parce que comment il s'appelle, Macron est en train de faire un petit peu ça, le versement à la source. Et il ne faut pas jeter tout ce que dit Macron, hein. C'est pas idiot, parce que ça remplacerait évidemment 90% des aides sociales dans tous les sens qu'il y a, etc. Alors bien sûr, ça coûterait quand même un peu plus cher, parce que ça serait versé à tout le monde, même à ceux qui travaillent, et même aux gens qui gagnent très bien leur vie. Mais ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, les gens qui gagnent très bien leur vie, qui sont dans la au niveau des impôts, des impôts sur le revenu, ils payent ça en impôts sur le revenu, plus la TVA de la consommation. Finalement, ça ne coûte pas grand-chose pour l'État, pour ces classes sociales-là. Donc, ce VMN aurait de multiples fonctions que je ne peux pas détailler ici, mais qui sont, on n'y pense même pas. Hein, bon. Alors, tu es d'accord que ça, c'est pas une idée, pas une idée révolutionnaire, parce que le salaire mensuel, ça fait 20 ans. C'est pas une idée révolutionnaire. J'ai pas dit que c'était une idée révolutionnaire. Non, tu as dit, je défends des idées que personne ne dit, mais le salaire mensuel, ça existe depuis des années, en fait. Non, mais non, tu l'as pas lu. Et Tertullien pourra le dire, tel que c'est conçu dans le programme, ça n'a jamais été présenté comme ça. Jamais. En fait, Walter reprend la proposition de Benoît Hamon, mais encore plus débile que Benoît Hamon, puisqu'il la donne même aux très riches. C'est-à-dire que même Arnaud Lagardère, il a le droit. Au moins, Benoît Hamon, il y avait un peu de pudeur. C'était débile, mais au moins, ça s'arrêtait. Avec Walter, même Arnaud Lagardère, il touche. Alors comme ça, c'est le pompon. C'est encore pire que Benoît Hamon. Voilà. Je pense que tu n'as aucune notion de fiscalité, de comptabilité et de budget. C'est pour ça que tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, c'était quoi la question? Il faudrait éviter entre notre discussion les termes qui peuvent. Alors, heureusement, M. Goujat, vous le prenez avec sourire, et je sais très bien que de ta part, Tertullien, ce n'est pas. Mais évitons les termes de débile, etc. Parce que bon. Ah non, j'ai pas dit. Attention, pardon. J'ai pas dit que Walter, surtout pas, je me permettrai pas. Hein. C'est pas Walter qui est débile. Attention, si j'ai dit ça, ou si tu as compris ça, Walter, je suis désolé, c'est pas du tout mon propos. Hein. Non, il y a pas de proposition que je parlais, hein, pas du tout Walter, du tout. Hein. Attendez, au contraire, il a le courage de dire des choses, de proposer des choses, de mettre encore une fois tout sur la table. Au contraire. Par contre, on est tous d'accord que. Enfin, moi, je suis contre le salaire universel. Et je suis encore plus contre le fait que les très riches le touchent. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Enfin... Mais il n'y a pas toujours de l'intérêt. Tu sais, il y a des mesures où il y a des intérêts et il y a des mesures où il y a des symboles. Tu devrais aimer les symboles. Pour une fois, le symbolisme de l'égalitarisme, on nous saoule avec ça depuis 100 ans, eh bien oui, les riches touchent aussi. De toute façon, c'est pas grave, ça repart dans les caisses d'État à 80%. Mais un symbole, tout citoyen français a droit à ça. Et ça éclaire et ça simplifie la gestion. Vous ne pouvez pas imaginer comment. Autre mesure, je supprime l'organisme Pôle emploi. Je garde bien sûr un petit organisme. Ça, c'est pas novateur. Il y en a plein qui le disent, ça, Walter. Non, mais tu veux que je ne vais pas t'inventer non plus la Lune. Je dis que l'ensemble c'est toi qui as dit devant témoin, les idées que je propose, elles sont nulles par ailleurs. Je parlais de la modernisation. Je parlais de la modernisation de la République et ça, c'est nulle par ailleurs. Tu peux chercher. Tu nous cites deux idées qui existent depuis toujours. C'est accessoire. La base de JL, c'est la modernisation de la République. Oui, mais Walter, pardon d'insister, mais tu as dit devant témoin, EJL propose des idées novatrices qui n'existent pas ailleurs. Les deux premières idées que tu nous donnes, elles existent déjà ailleurs depuis longtemps. Non. Ah. Ok, je vais te répondre très facilement. Tu vois la différence entre un hachis parmentier et un steak frites? Il y a des pommes de terre, il y a du bœuf. Votre problème, c'est que quand je vous dis hachis parmentier, vous dites ouais, le steak frites, ça existe déjà. Donc si vous ne rentrez pas dans le texte, vous ne pouvez pas comprendre. Je ne vais pas inventer des ingrédients. Bon, c'est vrai que moi, pardon, Walter. Walter. Bon, moi, je vais répondre sur le point parce que je te lis encore une fois. Modernisation de la République. Nous créerons un poste de vice-président. Absolument. Je te lis, hein, n'est-ce pas? Ce sont tes mots. Dont la mission sera de remplacer le président en cas d'empêchement, mais surtout d'être la caution nation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'avoir une vision géopolitique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un profil de militaire de haut rang qualifié dans les relations internationales et défense. Exactement. Un véritable super ministre
VRP, j'ai l'impression d'écouter Macron, de la France à l'international serait le bienvenu. Je pose la question concrète, suite à ta phrase, comment est nommé ce vice-président? Mais il n'est pas nommé par le peuple, il arrive dans l'équipe qui va se présenter. La spécificité de Giel dans le cas… Il arrive. Comment? Comment? Concrètement, dans les faits. Voilà, c'est simple. Détends-toi, souffle. Alors, le plan EJL était de présenter une équipe, imaginons Zemmour. Je me présente comme candidat, donc bien sûr. Par contre, voilà déjà mon vice-président, par exemple Philippe de Villiers, voilà déjà mon Premier ministre, Marion Maréchal par exemple, et ainsi de suite. On présente une équipe en direct, en contrat de confiance avec le peuple. Donc il n'est pas nommé par le peuple. Il est dans une équipe qui se présente en même temps. Comme un appel d'offres, ça va encore te plaire, ça. Un appel d'offres, tu vois, c'est tout. Je vois pas où est le Donc en fait, c'est le système américain en France, quoi. Ah, exactement. D'accord. Une partie. Et c'est quoi? Non, aux États-Unis, les ministres ne sont pas. Non, le vice-président. Oui, le ticket du vice-président. Donc c'est quoi la plus-value? Qu'est-ce que ça va apporter pour la France? Alors, je vais t'expliquer ce que c'est la plus-value et tu vas peut-être la comprendre. Aujourd'hui, on vient de passer 5 ans. Excusez-moi, je regrette, mais je vais devoir vous laisser. J'espère qu'on aura l'occasion de recommencer. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance, M. Boujna, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Donc, je disais, Tertullien, tu as eu pendant 5 ans un psychopathe qui a exercé un pouvoir quasi seul avec des conseillers, maintenant on sait, McKinsey, etc., ou des VRP de labo, etc. Le pouvoir solitaire. Maintenant, quand tu présentes le plan que je présente moi, avec bien sûr changement constitutionnel qui permettent cette chose-là, où tu as un ticket où le vice-président n'est pas comme aux États-Unis tout à fait symbolique, finalement il ne fait rien, il a un vrai poste effectif. Tu enlèves le côté solitaire du pouvoir, et c'est fondamental. Déjà, tu peux corrompre un homme, 2, c'est plus difficile, même pour la confiance. Et même dans le quotidien, alors bien sûr il faut une entente parfaite, c'est pas facile à trouver, hein. Mais il faut enlever, et ça va à l'encontre du royalisme, hein, je suis désolé Franck, il faut enlever ce pouvoir d'un seul homme. C'est insupportable pour les Français. Et ça, ils l'auraient bien entendu. Je parle des Français. Donc, je ne vois pas exactement quel est ton problème sur le fait que… C'est le pouvoir d'un seul homme à supporter les Français, ils n'auraient pas voté pour Macron, vu ce qui s'est passé durant cette année. Parce qu'ils n'avaient personne en face, c'est toujours un problème d'alternative. On a diabolisé, à juste raison, le RN pendant 40 ans, et là, depuis 10 ans ou 5 ans, on le diabolise encore, alors qu'il n'y a plus de raison de le diaboliser. En face, ils ont eu un Zemmour qui a accumulé des erreurs, et qu'on le veuille ou non, et je le dis, il s'appelle Zemmour. Je l'avais dit déjà dans mon équipe, il n'a aucune chance. J'ai pu constater moi-même qu'il y a un fond d'antisémitisme, et de droite et de gauche, qui empêchera un juif d'accéder au pouvoir. Et je dirais même tant mieux, parce que moi je suis pour que le président de la France ait un nom bien français. J'ai même dit ce matin, j'ai dit, les gars, il faut… pardon, Nicolas Sarkozy n'est pas un chrétien. Hein. C'est un petit-fils de rabbin. Hein. Mendes France. Je sais même pas. Même Nicolas Sarkozy, c'est un petit-fils de rabbin. Enfin, bon. Okay, aujourd'hui, vous avez 6 millions de binationaux et extra-européens qui ont… Bon, bref, je ne vais pas détailler là-dessus. Donc, c'est pas tu dis un fait qui est faux. Il y a eu plusieurs grands personnages juifs en France, Mendes France et récemment Sarkozy. Je te parle d'aujourd'hui. Tu entends ce que je dis? Sarkozy, ça fait même pas 10 ans. Enfin, je sais pas. Sarkozy, ça fait 2010 ans. 2007-2012. 15 ans, ouais. Bah oui, pardon. Hein. Non. 2007. Ouais. Oui, c'est 2007-2012 Sarkozy. 2012, c'est Hollande. 2017, Macron. Oui, c'est 2007-2012. Oui, 2007. Donc ça fait 10 ans. L'élection, c'est 2007. 2012, il a perdu. Oui, bon, pardon. Si 15 ans pour toi, c'est de la grande histoire, bon, bah oui, excuse-moi, oui, c'est de la très longue histoire. Il faut qu'on sorte les archives. Pour moi, en 15 ans, le nombre de binationaux, d'immigrés naturalisés a augmenté au moins de 40%. Et les binationaux, Walter, ne participent pas aux élections. L'abstention la plus forte en France, elle est chez les binationaux immigrés. T'as vu les taux de participation en Seine-Saint-Denis? Oui, mais il y a quand même 80. T'as vu les taux? On est à 80-90% d'abstention dans certaines villes. Mais tu rigoles. D'accord. Revenons à notre sujet. Donc, tout ça pour dire que le vice-président enlèverait ce pouvoir d'un seul homme. Et je pense que c'est une innovation qui serait intéressante, surtout avec l'élection, le référendum de mi-mandat, qui permet au peuple de déterminer stop ou encore, avec des modalités. Bon, donc le sujet, ce n'était pas le programme EJL ce soir, parce que là, je réponds à des trucs désordonnés, c'est un peu n'importe quoi. Donc, c'était quoi le sujet? On en a parlé. Pour résumer, je vais faire le résumé, moi. Toi, Franck, je suis d'accord avec toi, tu dis que
les dés sont pipés, que le système, on le dit, se défend bien, qu'il faudrait un super miracle de réveil de conscience des gens pour que dans ce système de république, on puisse changer les choses vraiment et aller à l'encontre de la volonté du système qui nous amène dans la mondialisation et dans tout ce qu'on ne veut pas. Je dis que tu as raison. Mais le problème, c'est que tu ne m'as absolument pas convaincu qu'une alternative, par exemple royaliste, était envisageable. Parce que ni tu n'as la méthode pour prendre le pouvoir, et de toute façon, tu ne peux pas passer par les élections. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire que si on est comment dire, réaliste, il n'y a pas de sortie. On est foutu. Tertullien, quel sera ton mot de conclusion? Puis après, on va finir là-dessus. Non, bah, merci à toi d'avoir organisé. Merci à Walter d'être toujours de bonne humeur. Ça fait du bien quand même de discuter avec quelqu'un, même quand tu n'es pas d'accord avec lui, quand même. Voilà, c'est bien. Voilà, espérons que ça se reproduise. Moi, j'ai plein de choses à dire, même au-delà de Walter. Je suis d'accord aussi sur le fait que en France aujourd'hui, moi, je suis assez pessimiste. C'est comme ça. Et j'espère qu'un jour, bon, de toute façon, on verra. J'espère. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi, je pense que le point le plus important, c'est d'ouvrir les yeux aux gens, d'ouvrir les yeux des gens, pardon, pour leur faire comprendre que la démocratie et la République sont des illusions. Comme je l'ai dit et répété, ça fait perdre beaucoup de temps. Les rancœurs, les coups bas, les haines aussi tenaces pendant des années là, ce qui s'est passé, ce qui se passe entre le FN et le RN, ça a brisé des amitiés, des familles, des relations. Enfin, le concept d'élection présidentielle, et il faudrait vraiment réfléchir là-dessus, mais il est vraiment mortel dans tous les sens du terme, aussi bien au niveau personnel que pour la France. Et après, comme je l'ai dit et redit, pour les perspectives politiques, je pense que le combat, il est dans une nouvelle stratégie qui se baserait en grande partie sur le localisme. Walter, Marc, Pierre et Tertullien, merci beaucoup, puis à très bientôt. Merci. Salut. Ciao.